Gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Alors, les amis, là, aujourd'hui, attention, qui je reçois ? Là, je reçois quelqu'un que je respecte énormément. Mais énormément. C'est une femme, une stand-upeuse, une chef d'entreprise, une réalisatrice et avant tout, une amoureuse du stand-up, mesdames et messieurs, Shirley Soignon. Bonjour. Oh là là, je suis trop On est contente. trop bien dans cette ambiance-là. Tu dis aux gens qu'il y a une odeur et tout, un peu spa. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je mets... Tu sais que j'ai un vrai queutru avec les odeurs. Mais c'est fou parce que l'odeur, c'est vraiment à quel point ça te met dans une ambiance, quoi. Là, j'ai oublié qu'on faisait un podcast. J'attends la masseuse. J'attends qu'on me détende les lombaires. J'ai vraiment envie de me mettre dans une ambiance, quoi. Ça, Qui me masse les pieds. C'est de la fleur d'oranger. Ça détend, c'est fou. Donc c'est Merci. C'est un parfum d'ambiance. Il y a aussi des bougies. Ah, mais ça met vraiment bien. Ouais. Voilà, c'est toute ma vie les odeurs. Ça change de la clope, mon odeur naturelle, le tabac froid. Et l'odeur des loges. Ouais. Tu sais, les loges de stand-up, de Comedy Club. Oui, bah oui. Comme il y a beaucoup de monde qui passe, c'est normal. Ouais. Donc des fois, moi j'ai souvent un vapeau. Ah, c'est bien ça. Dans mon queue. Des fois, au Barbès Comedy Club, j'ai mis un peu de fleurs d'oranger, mais pas pour WAM, tu vois, pour me mettre dans une ambiance. J'ai vraiment eu des visages des gens qui passent où tu peux pchiter particulièrement. Mais tu sais, c'est tellement les loges, c'est là où tu stresses, tu transpires un peu, c'est tout à fait normal. Donc le Barbès Comedy Club. Pardon, je mange des bonbons, faut le dire, il y a des bonbons. On est trop bien, je me sens trop bien. Je veux une peluche. Je veux vivre ici. C'est mon pouce. C'est trop bien. Donc pardon, je suis un peu impoli. Il y a des fraises Tagada. Ah ouais. Il y a des carambas. Amel. Il y a des chocobons, frère. C'est trop bien. J'ai un peu envie de pleurer. C'est des vraies marques et tout. Oh, il y a deux petits coca. Oh là là. Non, on est bien. Oh, j'ai un peu. Ça, c'est Noël chez moi. Ça, c'est festin de Noël. Oh, je vois tellement de quoi tu parles. Non, mais c'est... Bienvenue. Et ouais, le Barbès Comedy Club, c'est chez toi. C'est un comédie club. Franchement, c'est un des comédie clubs où je me sens le mieux. Ça fait trop plaisir, j'entends souvent ça et ça fait vraiment trop du bien. Vraiment. C'est trop cool. Il y en a beaucoup maintenant. Ouais, c'est vrai. Il y en a deux où je me sens vraiment bien. C'est le Barbès Comedy Club et le Jardin Sauvage. Ah, deux endroits où j'ai fait pipi. Voilà, c'est ça. Tu vois, je savais même pas au départ que tu étais derrière le Jardin Sauvage. Alors écoute, j'ai commencé en tout cas l'histoire avec eux. Ils sont venus me chercher au Paname à l'époque, où je jouais. J'étais en plateau, et puis Wafik, le gérant du Jardin Sauvage, il cherchait quelqu'un qui puisse faire un plateau chez lui. Puis à l'époque, j'étais en tournée, je pouvais pas, alors j'ai envoyé des copains humoristes plus jeunes faire un plateau. Puis quelques mois plus tard, je me suis dit, je vais aller voir quand même, c'est quoi leur plateau et tout. Et je suis arrivé dans cette cale de bateau, qui était vide, toute noire. Et tout de suite, j'ai vu le décor qui est actuellement, quoi. Tu sais, ce truc un peu squat d'humoriste avec de la récup, de la verdure, voilà, ce truc-là. En fait, j'avais appelé une déco cinéma à l'époque avec qui j'avais bossé, Irène Moati. Je lui ai dit, ça serait bien que tu viennes au Jardin Sauvage. Viens, j'ai une idée de déco, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Donc, on a fait de la truc récup. Je lui ai dit, comment auraient décoré des humoristes, s'ils avaient une quête de bateau à eux, en allant sur le Bon Coin et compagnie, quoi. Et il y a un côté Brooklyn, il y a un côté Quinry. Ouais, totalement. C'est le côté un peu. En fait, ça ressemble beaucoup à la première affiche de mon spectacle, mon premier spectacle, où il y avait un ghetto blaster, il y avait un canapé, le ballon de basket qui traîne, tu vois. Et en fait, ça a toujours été mon délire, ça. Ouais, et je le ressens aussi dans les loges du Barbès. Barbès, la déco. Mais c'est peut-être pour ça que je me sens bien, parce que il y a quelque chose il y a une âme. Tout simplement, il y a une âme, c'est Watt. Et on ressent que c'est Watt et on ressent que t'es investi dedans. J'ai rien contre les autres comédie clubs, ils sont super aussi, sûr, mais le tien, il est authentique. Et je suis très sensible à ça. Et c'est vrai que même quand tu vas jouer là-bas, au Barbès ou au Jardin Sauvage, ça se la raconte pas. T'es à la maison, quoi. T'es à la maison, tu travailles vraiment. Et tu travailles, tu bides ou pas, on s'en bat les couilles. Parce que il y a un truc authentique où il y a...
Enfin, voilà, il y a je comprends ce que tu dis. C'est ce truc de bider avec plaisir, quoi. Avec plaisir. Ouais, de se dire, mais c'est normal, on est là, on discute, on essaye, on tente, on est là pour créer, pour tenter des choses, s'amuser comme des enfants, en fait. Et c'est ce que tu instaures, vraiment. C'est le monde imaginaire de Peter Pan, un peu, là. T'as des trucs un peu partout. Ouais, et dans le moins de détails dans les loges. Pour le coup, le Barbès, ça a vraiment été fait là par un designer qui est mon cousin, Thomas Charpentier, il est designer, et je m'étais dit, effectivement, après le Jardin Sauvage, il faut que j'aille au bout de l'idée, parce que là, ça venait de ma tête avec une copine décoratrice, mais là, on part sur un designer qui te pose donc plein de questions sur comment tu vois la chose, et il te montre le truc que t'avais même pas imaginé toi-même, quoi, tu sais. Il upgrade un peu. La couleur bleue, comme ça, j'avais pas dit, il faut du bleu, tu sais. J'ai juste dit, je veux que ça soit bienveillant. Et je veux qu'on se sente, je veux que la personne qui rentre ici, même si elle est banquier, et il est banquier la journée, quand il sort de là, il a envie d'écrire des blagues, ou faire de la peinture, ou faire de la guitare. Je veux que les gens se sentent créatifs quand ils sortent de là. Et tu as réussi. Et c'est trop bien, c'est lui qui a réussi, parce que moi, tu vois, en tout cas, vous avez réussi. Ouais, un joli couple. Mon cousin, avec qui on a fait plein de choses depuis, on a 2 ans d'écart et tout, donc on se connaît très bien en plus. Donc je lui ai dit, voilà, je veux qu'on ressente ce qu'on ressent dans un club de jazz, je veux qu'on sente de la bienveillance, je veux qu'on sente ceci, tu vois. Et après, il a fait un petit mélange de tout ça, il a dit, Barbès Comedy Club. J'étais là, c'est génial. Putain, mais c'est exactement ça. Je ressens un truc de club de jazz. Et d'ailleurs, l'intro de Dinguerie Room, c'est une musique de club de jazz, vraiment. Et même ta team, elle est ouf. Que ce soit les serveuses, la jeune femme qui est à la caisse. Pardon, Meryl. Qui est ma cousine aussi. Qui est ta cousine, en fait. Totalement. Et ben voilà, on ressent la mi-fa, il y a un truc vraiment de bienveillance. Et quand j'ai arrêté pendant longtemps le stand-up et que je suis venue là, même toi, tu m'as accueilli, j'ai senti quelque chose de t'es revenu, re-bienvenue parmi les nôtres, mais clairement, c'est ouf. Alors que autre part, t'es là, mais c'est un peu. On regarde sur côté, t'es intervenu toi. Je suis totalement lucide, tu vois, et c'est vrai que. C'est vraiment aller au Barbès Comedy Club. Ça me touche beaucoup, c'est cool. Tu as raison, que tu sois stand-upper ou spectateur, il y a une vraie bonne vibes, vraiment. Et merci d'être venu. Pourquoi je te dis ça ? Parce que je t'ai proposé déjà il y a un moment de venir. Je t'ai dit est-ce que c'était très important pour moi que tu sois. Ça me touche beaucoup. Tu sois là, vraiment. Et même si on se le dit pas, même si on parle pas, on a beaucoup de pudeur. Bien sûr. Mais je te respecte vraiment énormément. Et tu m'as dit non, là pour le moment j'ai pas envie. T'as pas fermé le queutru, mais t'as dit juste voilà, je suis dans une autre ambiance. J'ai envie de prendre un peu de recul. J'ai peut-être même envie d'arrêter un peu. Ouais, carrément. Ouais. C'était quoi Et puis tu m'as rappelé, tu m'as dit bon là, je suis humble. Ouais, carrément. C'était c'est la fatigue de l'entrepreneuriat, surtout que avec la pandémie, ça a été hyper compliqué, tu vois, de tenir le club quand même. Déjà psychologiquement, moi, assumer le fait que ça n'allait pas. Alors moi, j'étais un peu dans le déni. J'étais en mode ça va super. Donc j'ai fait plein d'émissions, j'ai remis des parlais de partout. J'ai vraiment craqué pendant des mois. Il y a un moment donné, quand on a dit il faut reprendre, j'étais là, ah non, j'ai pas envie de reprendre. J'avais peur de réouvrir le Barbès, tu vois, parce qu'en fait t'as peur qu'on te dise faut refermer. Parce qu'il faut savoir quand même que premier confinement c'était premier confinement. Il y avait l'histoire de couvre-feu. On nous a fait changer les horaires 1000 fois. Moi, je passe mes nuits. Puis j'aime pas faire les choses simplement. Donc à chaque fois que tu me demandes de changer quelque chose, moi ça me prend des nuits et des nuits, on dirait Einstein qui fait une formule magique, alors que c'est vraiment pour dire bon, lundi il y aura ça là. mais je tente toutes les combinaisons possibles, enfin je sais pas m'arrêter dans mon processus de réflexion des fois, donc c'est une angoisse terrible quand on me dit il faut réouvrir au bout de quelques mois, même si j'en ai très envie. Mais il y a toute l'inconscient qui revient en mode attention. Et ça t'a pris toute ton énergie. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, et puis après, il y avait aussi cette idée de se dire j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat depuis 7-8 ans là. J'ai monté ma boîte au début, etc. Et après, c'est devenu le Comedy Club. Du coup, j'ai pas beaucoup vécu de choses, tu vois, qui me nourrissent pour un spectacle. Vraiment, j'ai vu parler d'URSAF aux gens, ça marche 2 secondes. Après, ça les saoule. T'es là, oui, vous avez vu les budgets Excel, ils sont là, mais c'est qui cet humoriste qui sort du boulot comme tout le monde, qui nous divertit pas du tout de notre travail? Donc il y avait un truc un peu où c'est énorme. On était à la machine à café, quoi. On n'était plus du tout au spectacle. Je me plaignais de tout. C'est très très rare. Tu en parles ça sur scène? Non, j'en parle pas. Parce que jusque-là, je parlais de mes problèmes de prod, tu vois. Et je me rends compte qu'il y a un recul à prendre différent, effectivement. Mais ouais, ce recul-là, truc de poupée russe, là,
effectivement, je pense que je pourrais en rire avec les gens aujourd'hui. J'essaie de me plaindre et ils s'en foutent, quoi. Ils veulent juste des blagues. Et donc, je me suis dit, je vais me laisser le temps de vivre des trucs. Tu vois, là, j'ai monté le club, c'est cool. Il commence à tourner. Je commence à avoir une équipe qui tourne sans moi parce que je commence à avoir l'automatisme de déléguer et puis le courage et la confiance. Je le vois parce que ça commence, je te vois un peu moins. Quand je te vois pas, je me dis ah cool. Elle fait autre chose en fait. On a eu une interaction marrante la dernière fois où je t'ai dit il faut que tu le dises. Attends, je vais m'en occuper. Non, en fait, dis-le à la régie. Non, c'est le moment où je dois déléguer. Et je suis en panique. Je le fais ou je le fais pas. Je sais plus. Ouais, je devais partir plus tôt. J'ai dit bah je le dis. Moi, ça me fait des réflexions. Bah non, je vais le faire. Mais non, mais vas-y. Ouais, voilà, parce qu'il était juste là. C'est énorme. Apprendre à déléguer des choses simples, quoi. Donc, je me dis, voilà, peut-être que c'est cool d'aller vivre des trucs, voyager, lire des bouquins, parce que ça fait... Là, je me sens un peu asséché, assoiffé de lire des choses, de voir des trucs. Bon, il y a eu la pandémie, mais bien avant aussi l'entrepreneuriat, quoi. Donc, et t'as pris ton sac à dos et t'es parti un petit peu. Alors là, j'ai laissé mon appart. C'est que j'aime bien faire des trucs comme ça. J'ai laissé mon appart et je suis en mode tournée, en itinérance. Bon, il y a mon ex qui m'héberge encore un peu quand même de temps en temps à Paris, tu vois. Merci. Ouais, c'est ça, de ouf. Et ça me permet de me dire, ok, là, je me laisse cette année-là pour... Quand tu dis t'as laissé, tu l'as rendu ou J'ai rendu les clés. Tiens, voilà les clés. C'est pas tu l'as mis en Airbnb, non, c'était une location. Sous-loc. J'ai un bureau, tu vois. Parti. Ouais, je suis partie, ça m'a saoulée. J'étais là, je vais pas encore toute l'année, là, je vais rester... J'ai regardé mon calendrier, je vais être chez moi 2 mois dans l'année, à tout casser. Genre. Et puis, je vais acheter un truc peut-être plus tard, tu vois, prendre le temps, trouver une bicoque à retaper, tout dans la campagne, ça, c'est mon vrai délire. C'est génial. Et parce que, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué à chaque fois quand j'écris, et là, je suis dans ma phase de création en rodage. Je remarque que là, j'écris le mieux, c'est quand je suis dans une urgence, quoi. Là, j'ai pas de maison, je suis avec mon chien, on est un peu comme des punks et tout, et je suis là, je vais avoir écrit des trucs à écrire, quoi, tu vois. Donc là, on part à Toulouse, 3-4 jours, en voiture. J'ai acheté une voiture, j'ai pas le permis. Du coup, je dis à des potes, tu viens avec moi à Toulouse. Tu veux bien conduire jusqu'à là-bas? Mais c'est extraordinaire. T'as acheté une turvoie, t'as pas le permis. Et donc là, c'est ça. Et là, j'ai passé mon code, et maintenant, je me dis, il faut peut-être que je révise le code. Je fais tout à l'envers. Mais je me mets des petites carottes pour me motiver, parce que là, j'ai eu 29 fautes sur 40. Enfin, non, pas 29 tu l'as passé, non, j'ai eu 29 bonnes réponses, pardon. Mais attends, tu l'as passé en disant, on sait jamais. Comme ça, je vois Ouais, on sait jamais. Ouais, il y a peut-être moyen. Sur un malentendu. Parce que je connais la route. Je vois le stop, c'est quoi. C'est un QR code, un QCM. Enfin, tu coches, c'est ça? Ouais, tu coches des réponses. Et puis, moi, je suis un candidat libre, donc je suis allé m'inscrire à la poche. J'y suis allé, j'étais pour voir l'ambiance, l'iPad, c'est comment, tout ça. Après, j'étais là, ok. J'étais pas loin de l'avoir, finalement. Donc, en révisant, ça va être bien. C'est extraordinaire. Et alors, ça fait longtemps que tu fais du stand-up. Est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est vus toutes les deux? La première fois. Est-ce que tu l'as? Moi, je suis nulle pour les premières fois, mais le Jamel Comedy Club, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on s'est vus, parce que il y a une époque, je venais un peu de temps en temps jouer, des week-ends. Tu venais vers la fin, t'allais pas tarder à arrêter, comme la plupart. Et puis, moi, je commençais à venir. À l'époque, je remplaçais Claudia des fois. Et après, j'étais là, c'est pas un peu raciste, comment je remplace Claudia? Mais arrête. Non, je te jure, c'était marrant. Barres. Et après, j'avais dit à Jean-Michel. Je me rappelle quand j'avais dit, mais Jean-Michel, pourquoi je remplace Claudia? Mais tu venais pas d'abord un peu le mardi? Si, totalement. Au début, je venais les mardis. Ouais, peut-être que c'est là qu'on se voyait les mardis, peut-être, effectivement. Le mardi, avec Jean-Michel Joyot. Elle est folle, l'histoire de Jamel et moi, parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré Yacine Bellous à l'Art Café. Oui. Et on fait un plateau, et il me fait, faut trop que tu viennes au Jamel voir et tout, parce qu'il y avait le mardi. Et je dis, ouais, ok, cool, mais j'étais un peu réservé à l'époque, et puis ça allait super vite, quoi, cette époque-là, où on dit, viens. Et en fait, je sais pas où j'étais avant, mais je passe devant le Jamel, et je savais pas encore où c'était. Et là, je vois Yacine sur le trottoir qui me dit, mais viens, c'est là et tout, trop bien. Et je fais, oh, ok. Je rentre avec lui dans le Jamel Comedy Club. Jean-Michel, il me dit, t'as une vidéo? Je fais, bah non, moi, là-bas, je marchais sur le trottoir, j'étais en train de faire un truc, quoi. Et il me dit, ok, bah tu veux jouer? Ok, et je joue. Mais non. Ouais. Comme ça. Ouais, parce qu'il y avait une petite place, il m'a dit, ok. J'ai joué. Et il a dit, oh, c'est super. Reviens la semaine prochaine. Et puis 2 fois, 3 fois, et puis très rapidement la troupe. Et au fur et à mesure, tu vois. Et est-ce que, je me rappelle que tu faisais des sketchs, tu faisais du stand-up, mais aussi des sketchs. Est-ce que là, les sketchs, ça y est, plus personne n'en fait trop, ça y est. C'est dommage, C'est devenu Kékla, c'est devenu ringard. Est-ce que tu crois que ça va revenir? C'est quelque chose, le sketch qui va revenir ou parce que Yacine Bellous, il a une théorie. Il dit il y a 2 ans, il disait dans 5 ans, ça va revenir en fait. D'accord. Donc il reste 3 ans là. Ouais. Dans 3 ans. Dans 3 ans, est-ce que la perruque, est-ce qu'elle va revenir dans 3 ans? C'est un peu tôt. Hein. Non, mais en tout cas, l'idée du sketch, moi, je trouve ça vraiment dommage que le stand-up ait écrasé le sketch. Moi, je faisais des sketchs à la télé.
quand je faisais vraiment un truc de perso. Mais sur scène, j'ai toujours fait du stand-up, mais pas ouf. C'était vraiment du stand-up pas ouf. Du coup, on disait que c'était des sketchs. Mais non, en fait, c'était ni l'un ni l'autre. C'était juste claqué. On me demandait c'était quoi, je disais SketchUp, et c'est comme ça que j'ai appelé mon spectacle à l'époque. Parce que tu savais pas moi ce que c'était. Tu vois, je voulais faire de la musique parce qu'on n'était pas cultivé à tous les styles de musique. Mais tu veux faire du jazz ou du rock, ou t'es là, musique, musique populaire. Tu as de la pop, c'est ce qu'on appelle la pop. Les sketchs, en fait, genre, on a grandi avec Eli Kaku, genre, moi, j'étais là, c'est chambé, en fait. Mais Gad, mais bien sûr, il a fait des sketchs, des persos, il arrive, Banana Night et tout. Ouais. C'est trop bien, tu campes un perso pendant 5 minutes, il y a un noir et tout, et t'es dans ce perso. Muriel Robin, on a plein de sketchs en tête. Et qui sont hyper bons. C'est juste que, je crois qu'à un moment donné, ça a basculé comme, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans l'humour, c'est, il y a plus de texte dans le sketch. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des bons textes aussi. Et c'est ça qui tenait aussi. C'est pas que... moi, j'en vois des sketchs qui sont toujours très bons. C'est juste qu'il y a plus de bons textes parce qu'on va aller dire, on fait un personnage très fort, tu vois, marqué. Et du coup, on est plus sur le perso, son déguisement, que ce qu'il va raconter. Sur le propos. Tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est pas parce que tu fais un sketch et que tu mets une perruque que du coup, le propos doit être moins fort. Moi, je l'ai constaté à la télé parce que vraiment, il y a des moments où on n'écrivait même plus. On mettait juste une perruque. Et les gens étaient là, c'est excellent. Et alors que le stand-up, on pouvait pas faire ça. On demande qu'à en rire. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'était un super exercice parce que c'était assez soutenu, fallait produire rapidement. Il fallait avoir une dextérité du cerveau qui était incroyable, gérer son stress et tout. Donc non, c'était super pour ça. Et surtout, ça m'a montré à quel point le stand-up, c'était vraiment une mise à nu. Dans le sens où on pouvait se cacher parfois derrière un perso, avec un accent marrant, etc. Mais si derrière, t'as pas un texte fort... Donc moi, je pense que le sketch, il s'est un peu effrité parce que les gens n'ont pas fait attention à leur texte. Mais la vérité, c'est qu'un très bon texte, tu vois, c'est un bon texte, en fait. Que ça soit avec un perso ou pas un perso. C'est pour ça que les Baudins fonctionnent et tout, quoi. Des fois, t'as des bonnes situations de... Je sais pas, c'est le meilleur exemple. mais c'est vrai que pas très bien, en vérité. Mais les gens s'identifient... Tu vois, parce qu'il y a des situations de vie, des trucs qui sont racontés dedans. Au-delà du perso. Donc, moi, j'aimerais bien que ça soit... J'aurais adoré, là, qu'il y ait des plateaux à sketch, quoi. Il y en a 0. Il y en a pas. J'aurais adoré. Ouais, je crois que j'en ai vu 0. Parce que, en fait, j'aimerais pouvoir faire des sketchs, des fois, juste pour m'amuser avec des potes, tu vois, en même en troupe, etc., à 3-4 sur scène. C'est un autre métier que le stand-up, mais ça fait partie de la même famille. Et c'est rigolo à faire. Puisqu'on fait ça au cinéma quand on fait des comédies. Pourquoi pas le faire sur scène, tu vois, en mode... Moi, je trouve ça stylé. Comme le SNL, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va revenir ou pas ou J'aimerais, C'est peut-être quand quelqu'un... C'est pas moi qui vais relancer, en tout cas, si vous m'attendez. C'est qu'on a tous hâte de relancer, de ouf. D'être les premiers à mettre la perruque, c'est reparti, les copains. Et bider et se dire, oh merde. Non, c'est sûr. Mais ouais, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait un perso. Je pense que ça va passer par le stand-up, par un personnage de stand-up qui va arriver un peu en personnage comme... je cherche son nom, tu sais, c'est cet homme qui faisait des happenings un peu fous aux États-Unis. Kevin Hart? Non, très ancien. Ah, très ancien. Pas Lenny Bruce du tout. Ça me reviendra. Ouais. En tout cas, des happenings comme ça hyper forts d'un gars qui fait croire que c'est lui. Ah. Tu vois ou pas? Mais c'est pas lui. Mais sans être déguisé. Ouais, bon, moi. On va trouver. En tout cas, tu sais, un perso comme ça qui va nous faire croire qu'il fait du stand-up et que c'est sa vie et que machin, et qui va faire des dingueries et qui ensuite fera autre chose que du stand-up, je pense. Parce que, comme c'est la seule façon en ce moment de s'exprimer, de passer par la scène stand-up, il y en a qui vont essayer de faire ça, je pense. Et dans le Barbès Comedy Club, tu as créé le campus. Oui. Le campus. Le campus, c'est ça? C'est ça, exact. Et comment, en fait, ça t'est venu? Tu t'es dit... C'est en regardant les stand-uppers, les nouveaux, les jeunes, tu t'es dit, putain, ils ont besoin d'aide. De ouf. Ils ont besoin de moi, visiblement. Ils ont vraiment besoin, je dois leur donner des clés. En fait, je me suis dit, non, j'en avais besoin moi déjà. Parce que c'est un campus, c'est pas une école. Ça veut dire que c'est quoi pas... la différence? La différence, c'est que je propose à des gens de se réunir avec moi pour se poser, écrire, réfléchir et rencontrer des gens que moi j'ai rencontrés qui m'ont fait du bien en me disant, peut-être ça peut vous aider aussi. Mais moi, j'apprends encore quand je vois ces gens-là, Marie Serre qui fait de l'anthropologie, ou Yacine Bellous qui est aussi. Yacine Bellous qui fait des interventions. Ouais. Moi, quand j'écoute les interventions de Yacine, de Kian, j'en apprends aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment un campus. Et puis, des fois, aussi, les gens qui s'inscrivent, ils m'apprennent des trucs. Parce qu'on a plutôt le même âge. Ils ont chacun pas forcément des jeunes. Non.
Est-ce qu'il y a des gens confirmés qui viennent faire un petit stage ou Non, j'aimerais bien qu'il y ait ça, mais du coup, c'est plutôt justement dans les interventions. C'est là on est en train d'essayer de changer la formule pour être encore plus un campus. J'aimerais vraiment qu'il y ait cette notion de, ok, on peut tous venir, Amel, tu peux venir te poser, réfléchir avec moi des trucs, à des sujets, à tes sujets, ou pour aider d'autres, ou pour juste Mais parler. Je viens direct. Tu vois, parce juste que c'est échanger, ce dont quoi. on a besoin. Ouais. Moi, je le fais, c'est un peu avec les gens avec qui j'ai des affinités, Normal, quoi, avec naturellement. Ahmed Sparrow, Yacine Ouais. Bellouz. On va prendre un verre et on va discuter, tu vois. Totalement. Ouais. Et toi, tu te mets à disposition donc ton lieu. Et puis des gens dont c'est le métier. Qui vont un peu débloquer des moments. Ouais, on a eu des conversations avec des profs de psychanalyse, tu vois. C'est chiant, On a des trucs comme ça. Tu vas deep dans le truc. Ouais, en fait, je me dis tous les trucs. Enfin, tu vois, à l'école, on l'a pas voulu justement. Des fois, on n'a pas voulu y aller, pas parce que les matières nous intéressaient pas, mais que c'était le cadre qui était pas cool. Et je me dis, c'est pas parce qu'on a un métier et qu'on est adulte qu'on a fini d'apprendre. Et au lieu de retourner tous à la fac, je propose que la fac vienne à nous. On fait un truc à la carte avec ce qui nous intéresse pour notre métier aussi. Il y a une espèce d'énorme pont entre le journalisme, par exemple, et l'écriture de stand-up, qui est de trouver un angle à son sujet. Tu vois, et d'aller fouiller tes sources, etc. Et nous, on a tendance souvent, moi la première, des fois, à juste regarder un titre et faire « Oh putain, j'ai plein de blagues ». Mais t'as pas du tout le sujet, tu sais pas de quoi il s'agit, de quoi parle le journaliste, quelles sont tes sources. Enfin, et des fois, ça peut... on a d'ailleurs fait, je fais une parenthèse, produit Journal B, qui est un magazine de société pour tenter, tu vois, pendant le confinement. Et on s'est rendu compte des erreurs monumentales qu'on pouvait faire juste en lisant trop vite, en confrontant pas nos sources. Et je trouve que quand on a une parole et qu'on veut traiter d'un sujet, c'est dommage de pas aller au bout du truc, quoi. Oui. Mais c'est justement, des fois, on n'a juste pas les outils. On sait pas comment faire. Et il faut savoir dire « je sais pas ». Et moi, je sais que je sais pas plein de trucs. Donc, comme je sais qu'il y a d'autres gens qui le savent, j'essaie de partager avec ces gens. Et donc, Grégory Plouvier, qui est journaliste chez Le Parisien, on a beaucoup parlé de stand-up. Et je dis, ce mec, il aime trop le stand-up, ça ferait trop. Il adore ça, c'est incroyable. Ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui, naturellement, instinctivement, voilà, il n'y a pas d'intérêt autre que de dire on parle de stand-up et on avance ensemble. Ouais. Donc, du coup, comment il va partager son métier aux humoristes, c'est sur mesure, quoi. Il sait à qui il parle, tu vois. Et puis, il connaît son sujet. Ouais. Et puis lui aussi, il apprend. Il a fait un stand-up la dernière fois. Il est monté sur scène devant les étudiants et il a fait un stand-up. Mais il avait juste 4 mots. Il avait des mots-clés. J'étais là, c'est un vrai stand-upper en plus. Et c'était trop marrant. Et il l'a fait tout seul. Il a joué sur scène au Barbès, tu vois, entre nous et tout. J'étais là, mais non. Et ça a fonctionné. Bah ouais, forcément, on a pu, ça avait l'émulation de, tu vois. Le prof à la fin de l'année, quoi. Tu vois. Mais il a dû tellement kiffer. Mais oui, mais puis il était à l'aise, quoi. Vraiment, moi, il m'a impressionné, hein. Vraiment, il m'a vraiment impressionné. Donc, c'est quelque chose qu'il va refaire, alors? Je sais pas, ça, je sais pas. Mais en tout cas, il a l'aisance de le faire. Et c'est cool de voir un nouveau monde dans lequel, même si t'es journaliste et que c'est pas mon métier de base, tu peux t'amuser à le faire. Tu sais le faire, t'es à l'aise avec ça. Parce que plus je vois la société, peu importe le corps de métier, être à l'aise avec l'idée du stand-up, tu vois, plus je me dis, ok, on prend du recul aussi. Sur comment on traite les informations qui nous viennent tous les jours, quoi. Donc c'est charmé de voir ça. D'accord, ouais. Il faut maîtriser son sujet pour faire des blagues. Ouais. C'est trop bien. Et puis l'authenticité du truc, quoi. Il y a une charte que tu avais mise à disposition sur le site, ou en tout cas lorsque... J'ai passé des nuits et des nuits à faire cette charte. C'est extraordinaire. Je suis complètement folle. Non mais j'adore. Une charte du stand-upper que j'ai lu attentivement quand j'ai repris et tout. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Ouais, non, mais c'est extraordinaire. Ouais, j'ai relu ça, moi aussi. J'ai dit, mais toi, tu te prends pour qui vraiment avec ta charte? Attends. Il y avait tellement de règles. Il y a des règles, mais et surtout, il y avait des conseils, clés. Quoi, des clés. Ouais. Ah, j'aurais bien voulu avoir cette charte au moment où j'ai commencé, parce que au moins, tu sais... Et c'est criant de vérité, quand tu commences, pour avoir un bon 5 minutes, c'était combien de temps ? Combien de temps qu'il faut avoir pour faire un bon 5 minutes ? Moi, je dis toujours à peu près le triple, on va dire. Tu vois, dans un 15 minutes, pas mal, tu peux garder un 5 minutes patate. C'est ça que tu veux dire ? Non, le temps qu'il faut faire pour créer un 5 minutes. Un 5 minutes quand t'es débutant. Ah, mais quand t'es débutant. C'était 3 ans ? Quand t'es débutant, non, t'as la première année pour créer un 5 minutes. En fait, il évolue tellement. On va dire que 3 premières années, oui, elles sont là pour faire que tu aies un 5 minutes patate 2 fois à la fin. Que tu maîtrises partout. Que tu maîtrises tout le temps, partout. Et que tu saches pourquoi un truc ne marche pas. Au bout de 3 ans, tu es censé savoir pourquoi un truc ne marche pas. Charlie, 3 ans pour 5 minutes. Quand je dis ça à des gens, des amis qui sont pas du tout dans ce game et tout,
C'est long. Bah, c'est très long, ouais, de ouf. Même pour nous, hein. C'est long, hein. Même pour nous, moi je le vois en reprenant le spectacle-là, je vois, il y a des blagues par exemple que j'ai sorties trop tôt sur internet, que aujourd'hui je rejoue, et je suis là, bah maintenant elle est marrante, Mais putain, maintenant elle est incroyable. j'ai fait la même Tu vois, chose il y y en a a 2 plein. ans. J'ai fait Zama, le festival de Montreux, genre je suis prête. J'ai envie d'effacer ce truc-là, Ouais, je c'est comprends. tellement nul. C'est tellement mieux T'es- maintenant. bah ouais. Mais c'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin. Donc, c'est pour ça que ça demande aussi à la fois une patience et en même temps, des fois, une impulsivité parce que sinon, tu fais jamais rien. Mais il y a un juste milieu à trouver, quoi. Mais Et maintenant, ouais. je suis un peu frileuse Ouais. dès qu'on parle de captation. Bah ouais, je comprends. Vraiment, je choisis. Tu vois, là, certes, Mathurin m'a appelé pour un capté. Oui. Je l'adore. J'ai envie de le faire, mais je dis, ah non, Mais maintenant, oui, parce que c'est. Après, quand c'est donné, c'est donné. Ah, c'est donné, quoi. Et après, ouais, j'essaie de voir le truc comme. Alors, je vois surtout, tu vois, je pense à Dave Chappelle, par exemple, qui a sorti son dernier special et qui a une obsession sur certains sujets. Et tu dis, bah, en fait, on le constate dans toutes nos carrières, on a tous des obsessions sur des sujets. Donc, si cette vanne, c'est pas grave, tu l'as sortie, ton sujet va revenir et t'auras une nouvelle blague sur le sujet. Enfin, moi, j'en ai 1000 sur le genre, quoi. Et j'étais Et de mieux en mieux. de mieux en mieux. Réfléchis de plus en plus. Parce qu'en fait, c'est pas tant la vanne qu'on travaille, c'est l'angle. C'est comment ton point de vue sur le sujet, qu'est-ce que tu proposes au public qui apporte un nouvel angle, un nouvel éclairage au sujet. Le recul sur ce truc-là. Et donc le recul, c'est que le temps qui l'amène. Donc du coup, c'est pas grave finalement que certaines vannes partent, tu vois, comme sur Internet et qu'elles aient cette vie-là, parce que mon discours, en fait, va évoluer. Et les gens qui t'aiment bien, qui te suivent, vont voir. Et la vanne va être de plus en plus forte, en fait, parce que c'est une vanne très forte, je pense qu'elle part vraiment d'un setup très fort. C'est-à-dire que le setup, c'est vraiment l'amorce, du coup. Et l'amorce, c'est vraiment là où tu donnes ton sujet et ton point de vue, surtout, sur le sujet. C'est vraiment ton point de vue sur le sujet. Et avoir un point de vue fort sur un sujet, c'est pas évident. On a vu One Night in Paris. C'était trop intéressant de voir dans One Night in Paris. Alors, One Night in Paris, c'est un programme sur Netflix, sur Netflix, ouais, qui vient de sortir, où on avait tous comme thématique le Covid. D'accord. Et la caméra, elle est dans chaque comédie club. La caméra est au Fridge, au Barbès Comedy Club et au Jamel Comedy Club. Okay. Donc, en fait, t'as 4 humoristes sur chaque plateau, sur chaque comédie club, qui parlent du Covid. Entre chaque plateau, t'as des fictions, des petites fictions, avec un grand fil rouge, Camille Lelouch qui cherche à rejouer sur un plateau, parce qu'on sort du Covid, quoi. Et là, ça y est, on peut reprendre la scène. Et donc, notre thématique que Netflix nous a imposée, c'est parler du Covid. Donc, t'as écrit un nouveau texte. Donc, j'ai écrit un nouveau texte. Donc, tu sais pas les textes des autres, non, tu ne sais pas. Je sais pas. Ils les ont pas testés au Barbès. Et puis même, on n'a pas eu le temps, en plus, c'était hyper serré, quoi, entre la sortie du confinement et ce plateau. Hyper intéressant de voir nos angles, du coup, sur un même sujet. Mais oui. Tu vois, c'est là où tu te dis, ah ok. Et donc, c'est trop intéressant de voir les angles communs. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, mais donné envie, tu vois. là. Bah, c'est ça qui m'a plu dans ce truc-là. C'est trop cool parce qu'on voit nos personnalités. On voit comment chacun, avec le même sujet, pense à ci ou à ça. Tu vois, c'est trop bien. Et puis après, c'est évident qu'il y a des vannes qu'on peut avoir en commun, parce qu'il y a des choses évidentes qu'on a vécues pareil, tu vois. Mais ça sera jamais la même façon de le vendre et tout. Donc ça, c'est trop bien, je trouve, pour ça, d'avoir pris le même sujet. Ça peut être à la fois casse-gueule et en même temps, à notre niveau, c'est cool, quoi. C'est juste trop cool de voir les personnalités de chacun. Et est-ce que tu penses qu'au fil des années, plus tu vieillis, ça c'est ma question à chaque fois, hein, parce que la meuf devient trop vieille, quoi. La meuf est trop vieille. Est-ce qu'on peut faire du stand-up jusqu'à 60 ans, 70 ans? Moi, je suis en train de dire à mon public, là, après ce spectacle, je prends ma retraite par rapport au stand-up. J'arrête la scène pendant un moment, tu vois, je sais pas, 10 ans de retraite, peut-être 35 ans à 45 ans. Ouais. Parce que je vois pas l'intérêt de faire ma retraite quand j'ai 80 ans, que j'ai mal à partout. Je vais partir en vacances maintenant et je reviens faire du stand-up quand j'ai vécu des trucs. J'adore le concept. Jusqu'à la fin de ma vie. Parce que là, assise, je peux trembler, parler encore. On a vu George Carlin, je sais pas si tu as vu George Carlin à l'époque, il était tremblant, mais il était là. Pendu à ses mots, à sa bouche, à ses propos. Et puis plus tu t'approches de la mort, moins t'as d'autocensure. Tu t'en fous. C'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'il faut faire du stand-up, tu vois. Mais tu vois, on n'en a pas beaucoup. Des stand-uppers aux cheveux blancs, yeux. Total. C'est que ça va être qui? Ça va être nous? Bah ouais, je crois. Hein. J'en vois des cheveux blancs arriver là sur la tête de certaines personnes. Ça arrive. Édouard Philippe arrive. Mais ouais. C'est cool. Là, ça va être Gad, ça va être Gad. Gad, ça y est, ouais. Il est tellement amoureux du stand-up que voilà, il a 50 ans. Je pense vraiment qu'on va le voir jusqu'à 80 piges et c'est un bonheur. De fou.
Ouais. Non, mais c'est cool, tu vois. C'est cool. Et puis après, après, c'est nous. Ouais, c'est après, nous. c'est juste nous. Enfin, Après, c'est nous, mais c'est moi, ça ma génération, après ta génération. Ça montre clairement là où on en est du stand-up, quoi. Tu Parce vois, plus ça vieillit, plus c'est bon. Aux États-Unis, pardon, c'est fait. Il y a des lieux. C'est fait, de fou. Il y en a même qui sont morts et tout. On les regarde maintenant et on ne sait pas qu'ils sont morts, tu vois. Il y a des qui découvrent de George Carlin que maintenant. Il y en a plein qui découvrent de George Carlin. Bah ouais. C'est stylé. Donc nous, c'est une vraie... on est en train de construire un vrai... un art populaire, vraiment. Ah, totalement. Ouais. Enfin, je peux le sentir là avec... tu vois, là, quand on a fait... Il y a eu la série Drôle sur laquelle j'ai pu travailler, là, qui va sortir sur Netflix. Elle est bien, cette série? Je Écoute, l'ai pas vue. Elle est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Elle a été créée par Fanny Herrero. Ouais. J'espère qu'elle va être bien parce que franchement, j'ai mis beaucoup de cœur. Ouais. Tu vois, genre sur le coaching des acteurs, notamment pour faire les stand-up. Jason Brokers m'en a parlé. Il me dit normalement, ça va être bien. Franchement, on y a mis beaucoup de cœur parce que c'est pas du tout notre projet de base. Mais on y a mis tout notre cœur. C'est ça qui m'a fait peur. Ben, c'est ça fait peur. Je me suis dit, oh. Et ouais. Mais ce qui est fort, c'est que Fanny a su absorber notre milieu sans qu'on ait l'impression que c'est des... mais c'est pas Amel, ça, qui est en train de... Tu vois, on sent aucun personnage qui pourrait être nous. C'est presque des nouvelles personnes qui pourraient exister dans notre monde. Super. Ou un monde parallèle, tu vois. Ouais. Elle a su vraiment en faire quelque chose de nouveau et de cool et d'intéressant. Mais quand tu dis, un art populaire, ça va devenir de plus en plus qu'une série comme ça, je pense que ça va donner des vocations à plein de jeunes. Pour, tu vois, se dire, c'est trop cool de faire du stand-up, tu vois, à mon avis. Et là, je crois qu'il y a aussi 2 autres séries. Il y a Jeune et Gaulerie. Jeune et Gaulerie. Il y en a une autre qui est en préparation, il me semble. Ouais, cool, mais enfin, c'est sûr. Il y a quelques années, c'était des documentaires. Ouais. Il y a eu ton documentaire. Ouais. Mais t'es génial parce que c'est un truc de ouf. T'as vraiment... Je suis vraiment une meuf du ghetto. Personne connaît mes trucs, mais tout est à piquer. Non, mais je veux dire... Appropriation culturelle. Tu fais les choses. T'attends rien. Je m'éclate. Mais je m'éclate, ça m'amuse. Moi, je suis dans ma chambre. T'as fait ce documentaire avec un iPhone. Ouais. C'est-à-dire, tu t'es même pas dit, putain, t'as pas de, vas-y, il me faut de l'oseille pour du Tosma, des machins. Non, moi, j'y vais. J'ai des choses à dire. D'abord la voiture, après le permis. Exactement. Tu vois? D'abord la voiture. Mais oui, parce que j'ai pas la prétention de moi, j'avais juste envie d'apprendre à réaliser un truc et vraiment faire toutes les erreurs. On m'a dit, écris ton plan. J'étais là, laisse-moi tranquille. Mets un micro sur ton téléphone. Ouais, on en verra plus tard. Je voulais que ce soit brut. Comme je le suis quand je fais du stand-up et que je vais dans une loge, quoi. Je suis pas en train de mettre une lumière, un truc sophistiqué. Je m'habille pas particulièrement. Et je voulais vraiment que ça ressemble à ça. Eh ben, ça ressemble à ça et c'est chambé. Ouais, ça fait il est, encore une fois, authentique. C'est un journal de bord, ouais. C'est vraiment, tu sais, j'aime bien faire ça. Pour moi-même, en fait. Je crois que plus je fais des choses, plus je me rends compte que je les fais vraiment, tu sais, comme... C'est une forme d'autisme, là, où je suis dans ma chambre et il faut que je fasse des trucs, quoi, pour me faire plaisir. Ça me fait plaisir. T'es là, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces vidéos qu'on a de nous dans des loges? À l'époque, on filmait, mais on n'avait pas Instagram, on faisait des stories. Donc, je sais pas quoi faire avec tout ça. J'étais là, viens, je fais un film avec ça. Et puis, je vais voir où on en est du stand-up. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire le Barbès Comedy Club, en fait. C'est que quand j'ai fait 1 an de montage, quand même. J'ai monté C'est toi qui as monté toute seule? J'ai monté pendant 1 an. Waouh. J'ai fait un premier montage. Après, j'étais voir un pote monteur et il m'a dit, c'est nul. Et tu sais, quand t'as monté pendant 6 mois, t'as des cernes et tu penses qu'il va te dire c'est un chef-d'œuvre et il dit c'est nul, t'es là quoi? T'as dit quoi? Ah là là. Et au début, j'ai dit non, c'est génial. J'ai refusé l'info pendant 1 journée. Et après, j'étais là, non, faut que je recommence tout. Et j'ai repris 6 mois. Waouh. Après, comme j'avais d'autres trucs aussi en même temps. Et alors, quand j'ai fait le documentaire, plus je faisais le documentaire, plus j'étais là, c'est fou. En fait, on n'a pas vraiment de club, à part le Paname, on n'avait pas de club. On voyait que des cafés, des restos, des trucs chelous et tout. Ça, c'est marrant quand même. C'est marrant parce que quand même, on est beaucoup à faire ça. Il y a beaucoup de bars et tout. Pourquoi on n'a pas un endroit, tu vois, un deuxième lieu? Ouais. C'est bouché le Paname au bout d'un moment. C'est bouché. Le Jamel Comedy Club, c'est compliqué. C'est pas la même activité. En fait, Jamel, c'est trop cool ce qu'il a fait parce que pour le coup, il a fait naître plein de gens comme moi. Avec plein d'idées comme ça, en disant on va continuer de le faire et tout. Mais Jamel, pour moi, c'était vraiment ce truc où t'as la chance de pouvoir faire la troupe, de pouvoir faire la tournée, d'avoir l'expérience de faire de la radio. Un comédie club. C'est pas un comédie club. Tu peux pas venir jouer. Tu vois, ça serait génial. C'est pas encore trop tard. Hein. Mais pourquoi c'est pas un comédie club? Ça, j'ai jamais compris. Je crois que c'est plus galère à gérer. C'est vraiment très très galère à gérer dans le sens où tu vois, il faut. Là, c'était quand même une belle vitrine qu'il nous a donnée, quoi. En ayant la troupe avec l'émission et tout. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'on continue le truc de. Ok, il faut qu'on puisse entraîner tous les soirs. Mais c'est ça. Tu vois, tous les soirs. Et donc, il y a eu plus de spectacles Jamel que de plateaux. Ouais. D'entraînement, à part le mardi qui était de découverte, dans l'idée d'aller faire le plateau. Mais pas de l'entraînement pour l'entraînement. Ouais. Et là, on y arrive, à l'entraînement pour l'entraînement. Après, chacun doit faire sa carrière et tout ça. Souvent, on me demande est-ce que tu veux produire des artistes? Je dis, mais pas du tout.
paye les gens le soir où ils viennent jouer. C'est la seule façon que je produis l'artiste, mais je vais pas développer sa carrière. Je suis pas là pour ça. Donc, ce truc qui consiste à, quand je passe dans la salle, à dire, je suis les soignants. Quand c'est des débutants. Tu sens ça? Ah, mais ils le faisaient au début et tout. Je leur dis, mais vraiment, je m'en bats, hein. Je vous regarde pas, les gens. Mais ouais, parce que les gens, ils se disent. Mais moi, je suis pas de Jamel, en plus, vraiment. C'est-à-dire que même si je le voulais, je pourrais pas les produire. Mais les gens. Il y a pas l'argent. J'aime pas. Il y a pas l'argent. Frère, regardez-moi, on est à Barbès. Est-ce qu'on est sur les grands boulevards? On pas... Non, enfin, il y a une logique. Mais ça aussi, le fait de putain, j'ai tellement de choses à te dire, Shirley, c'est un truc de ouf. C'est un choix aussi. C'est un choix extraordinaire. Ça fait plaisir. Ouais. T'as ambiancé le Tchékar, quoi. De fou. Non, il faut pas fuir là où tu te sens le mieux, en fait, parce que... Est-ce que tu viens de ce Tchékar ou pas du tout? Ouais, en fait, oui et non, dans le sens ça fait... 18e? Ouais, 15-20 ans que j'y suis maintenant. Parce que, en fait, petite, c'est un endroit dans lequel on traînait beaucoup avec ma mère. Et pour faire les courses? Ouais, exact. Pour trouver les aliments qui... Même pas les aliments, c'était les fringues, il y avait des trucs, pas mal des grossis, la tati, les machins, et puis ils envoyaient ça. Elle avait des boutiques en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc je traînais dans toutes les boutiques et tout. Donc j'avais ce souvenir de tati, tout ça, c'était pas les meilleurs souvenirs, mais en fait, bizarrement, quand je suis revenu à Paris pour mes études, donc j'ai commencé dans le 14e, ça m'a rendu triste. C'était de rue Daguerre et tout, tu vois. C'est super sympa pour les fromagers, mais après c'est fini, quoi. Ah ouais. Et donc quand t'as 20 ans, t'es là, non, il me faut de la vie. Donc j'ai lu Tête de la Gaîté, machin, et ça, je me fais taper un peu les pièces, mais très vite je me suis ennuyé, et donc je suis commencé à monter doucement, et j'étais là, le 18e, c'est la vie, hein. J'en ai fait des arrondissements, mais j'étais là, je me sens bien ici, parce que j'ai des conversations avec des peintres, avec des ouvriers, avec le mec du marché, avec vraiment des philosophes, des toxicos. Mais c'est vrai, c'est la vie, quoi. C'est la vraie vie. C'est tout mélangé. En fait, ça ressemble vraiment à ma vie, c'est-à-dire tout y est. Tout, de la misère à l'intellectuel, genre tout y est. J'ai des copains, puis le 18e, c'est 2 18e. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé le pont du métro. C'était créer des ponts entre tous les 18e, entre 18e et le reste de Paris, entre le stand-up et le reste des arts, le pont de plein de trucs. Et parce que moi, j'ai des copains, ma pote Caterina Molino, qui est actrice et qui a un appart, je sais pas combien, elle est magnifique, avec son appart à des millions, et juste, moi, je suis en bas, comme ça, telle une bouilleuse. Viens me voir au Comedy Club, des fois. Donc, c'est trop drôle de voir, toi, tous ces 18e là aussi. Et donc j'aime le 18e, j'aime ce qui dégage, ce qui m'inspire. Mais à choisir dans Paris, quoi. Mais si je pouvais sortir de Paris totalement, personnellement, je le ferais. C'est-à-dire dans ta vie perso, vivre à la campagne. Ouais, ça y est, là, je fais le tour de la rue de Deauville. Ouais, parce que c'est dense. C'est très dense, c'est très dense. C'est trop bien pour venir jouer. C'est trop bien pour aller voir des pièces, des musées, des concerts et tout. Mais après, il faut se replier quelque part. Moi, j'ai l'impression que ça commence à faire centre commercial, un peu Paname quand même, tu vois. Ouais. C'est bien pour vivre. C'est quand même un énorme parc d'attractions, c'est trop bien, mais dormir dans un parc, c'est chelou, quoi. Tu vois, ça me fait cet effet un peu. Mais tu vois, j'ai l'impression que tout le monde y arrive. En tout cas, dans mes potes stand-uppers, les copains, ils commencent un peu à reculer dans leur vie perso. Ouais. On a besoin de calme. Comme Kian qui tond son gazon dans mes débats. C'est extraordinaire, mais on a besoin de calme pour réfléchir un peu, peut-être. Total. Oui, parce qu'on est tout le temps baigné dans le monde, donc c'est cool de pouvoir faire des coupures. C'est ça, cool. On est tout le temps baigné dans le monde et on est tout le temps en train de s'entraîner, de combattre, tu vois, c'est... Et puis il y a un truc en plus pour la créativité que je trouve qui est un peu... dangereux, quoi. Tu vois, c'est ce truc qui consiste souvent à te dire, dans Paris, quand tu croises trop de copains aussi, humoristes et tout, genre, tu fais quoi et tout, c'est quoi ton actu? Et des fois, t'en as pas, et au final, tu te dis, la prochaine fois, faut que j'ai une actu, parce qu'ils vont encore me poser la question. Et tu finis par te pousser à faire des actus. Tu vois, donc écrire un nouveau spectacle. Combien de fois j'ai vu ça? Non, mais c'est bon, je vais écrire un truc. Parce que tout le monde est dans cette émulation permanente. Il faut une actu, il faut quelque chose. Mais c'est normal, si t'es à Paris, pour faire quelque chose. Non, tu fais quoi à Paris? Donc, Booba disait ça. Si t'es pas numéro 10 à Paname, ça sert à rien, en fait. C'est Paris, c'est fait pour ça. Ouais. Donc c'est normal que les gens te le demandent. Mais du coup, faut en sortir un petit peu pour revenir avec quelque chose que t'as choisi de vraiment amener et pas quand t'as mis en pression pour sortir n'importe quoi. Moi, je suis hyper sensible à toutes les énergies, aux idées et tout. J'ai envie de faire trop de trucs quand je suis à Paris. J'ai envie de faire trop de trucs. Je pars à la campagne, je peux me concentrer sur une chose pendant 2 mois. À Paris, j'en fais 10. Je suis là, après, il faut que je fasse ça. Et ça, j'ai l'impression que j'écoute les idées des gens, tu vois, ça doit flotter dans l'air, je sais pas. Mais j'ai envie de faire 1000 trucs à chaque fois et je me dis, bon, c'est génial. C'est une force et en même temps une faiblesse, quoi. C'est extraordinaire. Putain, donc, j'adore. Barbès, c'est le plus calme. Ouais. Et tu sais, ta combativité,
Ce côté rien n'est impossible, j'ai une idée, et je l'applique, je le fais. Est-ce que ça ne vient pas du basket? Certainement. C'est une mentale. T'as une mentale, toi, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est le daron, je crois. Il y a un truc de sportif de haut niveau, presque, tu vois. Ouais, c'est comme ça que j'ai été entraîné dans ma vie, tout le temps. Ton daron faisait du basket? Non, mon daron faisait du sport, de manière générale. Mon père, c'est quelqu'un qui m'engueulait et qui me disait, allez, on va courir. Et qui me faisait courir jusqu'à temps que je crache, tu vois. Ouais, la mentale. Tu vois. La mentale, les pompes... Allez au bout. Ouais, va au bout. Et puis, j'avais toujours ce truc, effectivement, qui vient du basket, de ma discipline, de mon amour du basket, qui est de se lever à 6h du matin alors que t'es au collège pour faire quelques pompes avant et pouvoir faire des shoots sur le terrain parce que t'es tranquille. Après, tu prends ta douche et tu repars à l'école et tout. Tu vas avoir ce truc-là instinctivement, mais c'était aussi un échappatoire, je pense. C'est le truc qu'on me permettait de faire, tu sais, pour lâcher les nerfs et tout ça. Donc, il y a cette discipline-là, mais aussi vraiment ce daron qui te dit tout le temps, voilà, moi j'aimais bien des fois trifouiller comme n'importe quel enfant, tu trifouilles, la télé elle est cassée, tu veux faire genre tu vas la réparer, après tu laisses tomber, il fait non, t'as commencé, tu termines. Après, t'es là, quoi? Tu termines. Après, t'es jusqu'à 4h du matin. T'as qu'à pas ouvrir la télé. Ah là. Et après, tu commences à kiffer. Tu commences à dire, non, mais attends, je vais aller au bout, là. Parce que à chaque fois que je vais au bout, il se passe un truc, ça me fait penser à Fabrice Eboué, la même éducation. Ah ouais. C'est tu vas au bout. Tu restes sur ta table. Si tu veux être humoriste, il faut être le meilleur. Ouais, il faut savoir doser ça avec l'âge après, parce que tu te rends compte que des fois, c'est un truc sur lequel on a appuyé. Et il faut toujours être le meilleur et tu te détends pas. Tu te détends pas et ça c'est pas bon pour le moral, hein. Tu vois. Donc du coup il faut apprendre aussi à servir de ça comme une qualité et pas que ça devienne un truc qui se retourne contre toi. Non, faut que j'aille au bout parce que il me dit Fabrice, j'imagine que ça vient, je sais pas, mais moi je sais que c'était très lié à la mixité culturelle dont je viens. Mon père est métis et tu vois, ma grand-mère est blanche, mon grand-père est noir et du coup mon père lui il a pris, chez les métis il y a toujours ça, t'as toujours soit tu t'es plus africain, soit t'es plus occidental dans ta pensée. Mon père est complètement en flipper. Tu vois, comme tous les métis, comme Fabrice, finalement, tu vois, ça monte, ça descend. Et donc moi c'était vraiment il faut en faire plus que les autres, il faut être meilleur que les autres, il faut. Et donc le il faut, tu finis par ne même pas te détendre vis-à-vis de toi-même. Faut même être meilleur que toi-même et ça devient un peu un problème, tu vois. T'es en concurrence avec toi-même. J'ai gagné tout le monde, maintenant on fait quoi? C'est le fight final. Donc faut se détendre, quoi. Ouais, et puis tu apprécies même pas après, t'as pas le temps d'apprécier, de kiffer, tu passes tout de suite à autre chose. Exact. Ouais, c'est exactement ça. Tu t'apprécies même pas ce que tu fais. Donc là, je commence à arriver au stade où j'apprécie ce que je fais, ça c'est chouette, ouais. Et alors, quelle a été ta plus belle dinguerie sur scène? Sur scène? Ouais. Un truc de ouf qui t'est arrivé sur scène, quelque chose. C'était pas en stand-up. Enfin, j'ai fait c'était un plateau, il y avait du stand-up dedans et du burlesque. Ouais. C'était Boulevard Pigalle, il y a un des théâtres, un joli théâtre de cabaret. Et en fait, il y avait donc une effeuilleuse à forte poitrine et à forte toute chose. Pour contraire à un moment, on était vraiment aux opposés physiques et tout. Et j'ai dit c'est trop marrant si je fais un punning, tu fais ton truc d'effeuillage et si moi je te rejoins après avec des pompons sur les tétons et je viens et je fais comme toi, tu vois. C'est Laurel et Hardy, quoi. Parce que, et donc pour bouger le truc, il y a une technique et tout. Mais vraiment, là, rien ne bougeait. Ah, avec les pompons. Les pompons, et en fait il faut un peu de poitrine pour que ça tourne. Oui, ok. Donc, on m'a dit, tu sautilles et ça tourne. Et moi, ça faisait genre, ça faisait au bas, ça tournait pas. En fait, l'effeuilleuse, elle arrive, elle fait son truc, on est là, et tout. Et après, j'arrive, et là, vraiment, mais je crois que c'est le meilleur rire de ma carrière. Et c'était même pas avec une blague, quoi. C'était juste moi avec des pompons sur les seins. Et j'ai vu vraiment des gens physiquement se retourner, se jeter dans leur siège. J'ai entendu des C'est énorme. Et j'étais vraiment entre eux. J'étais hyper contente et très vexée en même temps. J'étais là, c'est très drôle. Parce que je voyais pas ce qu'ils voyaient, mais ça avait l'air fou. C'est cette différence de corps et tout. Tu n'as pas de captation de ça, non? C'est un moment dans ta tête. C'est Aude Gallieu qui avait mis ça en scène, je me rappelle plus. Oh là là. Mais c'était génial. À vivre, en tout cas, le rire était... C'est un des rires les plus forts. Ouais. Tu vois, le rire de... c'est dingue, tu vois. Waouh. C'était juste, je pense, c'est vraiment très enfantin ce qu'ils ont vu et cartoonesque. Tu vois, ça devait être très cartoonesque, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ça les a tués de rire. Maintenant, en stand-up, non, jamais de rire. On travaille, quoi. On travaille. On a ouvert un comedy club pour s'entraîner. Non, si, il y en a mille des choses. Et une dinguerie, justement, un peu relou, quoi, qui t'est arrivé sur scène. Quelque chose que t'y attendais pas, ou un truc qui a pas marché, ou quelque chose, un truc relou. Ça, c'est un événement...
j'ai toujours peur d'en reparler parce que j'ai toujours peur qu'on me menace de mort, mais c'est pas grave. En fait, tu sais, quand j'ai fait Netflix humoriste du monde, Oui. Ouais. et j'ai donc parlé d'Haïti. Donc je relate dans ce Netflix ce qui s'était passé là-bas. Donc mais je le résume de nouveau. C'est ça en fait, c'est que j'ai pété un plomb sur scène. Parce que, en fait, ça faisait 2-3 jours que j'étais là-bas et j'ai compris, comme une imbécile que je suis, que c'était pas mal homophobe. Moi, je regarde jamais les lois des pays et tout, et je devrais le faire parce que c'était la blague que je faisais sur Netflix en disant vraiment, je voyage comme si j'étais un homme hétéro blanc. Moi, je regarde pas les lois, je me sens libre et tout. Alors que quand t'es Shirley Soignant, faut regarder un peu où tu vas dans le monde. Tu peux ne pas bien être accepté selon les endroits, ou en tout cas ne pas être d'accord avec certaines avant d'y aller, quoi. Donc je me retrouve dans une situation bizarre où sur les murs et tout, un peu partout dans la ville, c'est marqué Abba Massissi et tout. Ça veut dire brûler les PD, enfin abattez les PD et tout. Et je demande ça à quelqu'un qui me dit ça veut dire abattez les PD. Ça fait beaucoup de tags quand même. C'est trop tard pour rentrer. Bon, et puis en fait, ce qui se passe, c'est que je vois Nanette, le spectacle de Hannah Gadsby, qui est un spectacle qui est assez poignant sur une stand-upeuse qui t'explique pourquoi elle va arrêter le stand-up. Bon, finalement, elle l'a pas fait. Mais pourquoi elle veut arrêter le stand-up et pourquoi, pour elle, l'autodérision, c'est de l'humiliation de sa personne. Et elle habite où, cette... C'est une Australienne. C'est une Australienne, d'accord. Et si je dis pas de bêtises, hein, elle est australienne. Et en fait, c'est sorti sur Netflix, il est vraiment émouvant, ce spectacle. Parce que donc elle t'explique qu'elle a souvent fait des blagues sur son physique, sur le fait, tu vois, de ressembler à un garçon, manqué, l'autodérision, etc. normalement, dans le stand-up, c'est quelque chose de bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était intéressant d'analyser ce truc poussé en se disant, ça fait longtemps que j'essaie de rire de moi pour que vous m'aimiez. Alors qu'à un moment donné, en fait, sur les sujets de la communauté LGBT, notamment, etc. Et je regarde ce truc-là et je suis à Haïti, un petit joint et tout ça. Ça commence à monter un peu l'émotion, tu sais. Et puis, je sais pas, j'ai à ce moment-là aussi beaucoup de questionnements sur la religion et sur le christianisme, sur l'histoire de l'Afrique, puisque ça touche beaucoup ma famille, ma mère notamment, qui là j'en parle dans mon nouveau spectacle, c'est beaucoup plus drôle que ce que je vais faire là, mais qui a des problèmes psychiatriques que j'ai découverts avec le temps. Et le truc, c'est que, et c'est pas souvent dans la transculture comme ça, t'as un problème à aller, et c'est assez récent aussi en Occident, d'aller voir un psy, de considérer que c'est cool, que c'est pas dommage. La sorcellerie. Quel dommage. Que c'est pas, ça pourrait aider beaucoup, même les enfants, leurs enfants. Ah, mais totalement. Et la donc, paranoïa, ça. beaucoup de choses. Énormément de choses. La mythomanie qui peut découler aussi d'une vie que tu n'as pas maîtrisée. Enfin, tu vois, et donc, le christianisme, là, à ce moment-là, sur l'histoire de la colonisation sur les Africains, ça me pèse. Et en fait, je suis dans Haïti, c'est quand même, moi, de ce que je connais de l'histoire d'Haïti, mon père m'a appris quand j'étais très, très, très jeune et tout, je dis, attends, je comprends pas comment ça se fait. Et c'est une réflexion simple que j'ai, hein, mais ça me fait, c'est naïf. C'est simple, mais naïf. Où je me dis, mais comment se fait-il que il soit toujours aussi empreint de la religion? Parce qu'après, je commence à m'instruire sur le pays et sur ce qui se passe vis-à-vis de l'homophobie. Et il est dit que l'Église haïtienne a tendance à dire souvent à son peuple que s'il y a des ouragans ou des tremblements de terre, ça serait lié aux homosexuels. Et quand je vois tout ça, tu sais, et que je vois Nanette et tout, il y a mon cerveau, il fait gang, gang, et le soir, je joue sur scène. Ah ouais. Et là, c'est une dinguerie room. Et là, ça part en yuck. Et là, parce qu'en fait, je suis obligée. Non, à la base, je me dis, fais rien, Shirley, sois tranquille, fais des blagues simples. Fais ce que tu avais prévu. Voilà. Déjà, rien. Voilà, déjà, va au simple, tranquille. Ouais. Mais on est il faut savoir qu'on joue à Haïti, il n'y a pas de théâtre particulièrement, c'est des clubs de vacances dans lesquels tu as des salles de spectacle. Donc en fait, moi, mon calcul, je parle à des gens qui sont venus en vacances d'Europe ou d'Amérique. Des expats, qui sont venus voir un spectacle. Bref, et du coup, je joue, et à un moment donné, en fait, je dis, ouais, avec ma meuf et tout. Et j'avais pas prévu de faire ça, mais mon inconscient me dit, vas-y, dis ta meuf. Et là, je vois des gens, ils se lèvent, et ils s'en vont. Et vraiment, ils s'en vont. Et je vois 3-4 personnes quand même partir d'un coup. Et je fais, waouh, c'est violent. Je dis, vraiment, ma meuf, direct, levée. Et tu le dis, ça? Ouais. Tu dis, c'est violent, moi, et tout. Quand il y a, là, je crois que depuis Haïti, vraiment, j'ai un truc qui a sauté en termes de filtre. Attention, réfléchis avant de dire un truc. Ça m'a vraiment tellement choqué. J'étais là, ah ouais, donc direct. Et je commence à... Mais tu fais pas semblant. Non. Tu prends acte de ce qui se passe et tu le dis. Ouais, c'est ça. Je fais OK. Et donc, je commence à dire, mais on peut en parler, si vous voulez, de votre homophobie, parce que c'est vrai que j'en ai entendu pas mal parler ces derniers jours. Et en fait, je commence à parler, mais là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Moi-même, je suis là, il se passe quoi? Je parle. Et j'entends au premier rang quelqu'un qui me dit, arrête. Une meuf qui essaie de me mettre dans... Tu sais, des gens qui essaient de t'aider, mais qui sont en train de te chauffer, en fait. Enfin, arrête. Et je fais, non, j'arrête pas. Et je commence à lui parler à elle.
appelle. Je dis, en fait, je vais parler parce que je pense qu'il y a des choses à se dire aujourd'hui. Parce que je vois marqué partout dans votre ville, Jésus revient bientôt. Bah, j'espère que s'il revient, c'est pour vous gifler. Et vraiment, je commence à sortir des phrases comme ça. Et en fait, je vois puissant. Jason au fond de la salle qui est là, arrête. Ouais, parce que ça peut être dangereux. Bah, les gens s'en vont, quoi. Ouais. Là, les gens se lèvent. Je fais, mais mon but, là, c'est que les gens s'en aillent et que les gens qui soient d'accord avec moi qui restent dans cette salle et tout. Et ça se lève. Et Jason qui doit passer après, le pauvre. Et je lui dis, je suis désolé, mon frère, mais tu vas jouer devant 2 personnes. Et je vois que je suis en train de devenir folle. Je suis en train de péter un plomb. Mais et je fais, est-ce que c'est folle? C'est devenir folle? Je suis en train d'être le reflet de ce que je vois, en tout cas. Parce Un que truc pas pour moi, cool. c'est pas folle. Non, mais bien C'est sûr. un trop-plein, voilà. Ouais, mais tu vois, c'est pas maîtrisé, quoi. C'est là où je deviens folle. C'est le moment où tu t'es là, je sais pas jusqu'où je vais, là. Mais après, je commence à trouver des vannes. Mais ça commence vraiment à m'exciter, ce truc où les gens s'en vont. Tu vois, je commence vraiment à partir dans un mauvais délire. C'est normal, je comprends. Tu vois le délire. Et donc ça a été... Tu sens que tu touches à quelque chose. Ouais. Donc, Et donc ça m'a beaucoup touché. Et j'ai essayé de l'analyser ensuite pour le sortir dans Netflix. Et c'est là où ça a été de nouveau mal entendu. Parce que monté par un média qui a, tu sais, quand tu fais des montages un peu, tu choisis et tout. Mais moi, quand je regardais les vidéos, j'étais là, me connasse. Quand je regardais, j'étais là, c'est pas normal d'avoir dit ça. Parce que les montages, des fois, ça change totalement ton propos. Mais en tout cas, ça, c'était un truc qui a été assez dingue à vivre pour moi. Qui était à la fois une libération d'un truc aussi d'arrêter d'être politiquement correct. De juste dire merci, hein. Une vraie libération, quoi. Mais tu sais que c'est ce que je pense, certains, ceux qui aiment beaucoup le stand-up du moins, c'est une quête, hein, ça. Ouais, total. Et tu l'as touché, c'est d'être totalement libre. Et d'être fâché, s'il faut être fâché, mais pour de vrai, quoi. Si t'es fâché, et être toi-même, quoi, vraiment, et ne pas... Totalement. Et moi, je l'ai pas encore eu, ça. J'ai dû l'avoir 3 fois dans ma vie. 3 fois. Ouais. Moi, c'est souvent passé par des excès... tu vois, parce que justement, j'ai tellement de réflexions sur ta propre vie, sur les choses qu'on t'a dites, qu'est-ce qu'il faut déconstruire de toi, qu'est-ce qui t'appartient vraiment, qu'est-ce qui machin. Ça a tellement été, dans mon cas, assez douloureux, parce qu'il y a eu tellement de sujets à traiter. On en a 1000 autour de moi, il y en a 1000. Je me suis converti à l'islam, j'avais 16 ans. Après, je rencontre ma première copine. Déjà, j'étais là, ça m'a déjà pris 3 ans d'énergie, tu vois, à déconstruire et à comprendre ce qui se passe. Et puis, 1000 autres choses derrière. Donc, t'es obligé de l'atteindre ou d'arrêter, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, À partir du moment où j'ai décidé de pas faire une carrière médiatique, commerciale, c'est-à-dire dire, ok, la case que vous m'avez proposée là, qui est grave à la mode et tout, j'ai vu. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça me rend pas forcément heureuse. Non, parce que, artistiquement, je suis vraiment ce truc d'enfant, de vouloir atteindre quelque chose artistiquement et juste de kiffer ce truc-là, de dire, il faut que je sois à ce niveau-là. M'a toujours fait rire, moi, à l'époque où je disais genre à Laurent Ruquier et tout, il me disait mais viens faire l'émission. J'étais non mais je suis en train de monter ma boîte de prod pour faire des trucs et tout. Il était là ouais super, mais tu veux pas faire la télé sinon. Ouais. Et vraiment je suis juste complètement dans mon monde, quoi. Je suis là non mais vraiment incroyable, j'adore. Tu vois, c'est un kiff, quoi. C'est un kiff et t'es en accord avec toi-même. Ouais, c'est ça. J'ai mis du temps à accepter que j'étais en accord avec moi-même en faisant ça. Faire de la souvent, télé, tu vas louper ton train, tu vas machin. Ouais. T'écoutes plein de voix et tu te dis mais attends, mais j'ai l'impression que quand je fais des choses par moi-même, ça marche quand même. Je vis, je respire. Ouais. Je partage le métier avec des passionnés comme moi. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Donc oui, je disais que tous les trucs extérieurs, tous les questionnements de la société qui sont venus de façon extérieure et qui m'ont obligé à faire une déconstruction de ma personne et de certaines réflexions, m'ont aidé sur scène à être de plus en plus authentique avec ce truc-là. Il y a une vraie violence interne des sujets maintenant. Là, je suis dans le nouveau spectacle Être humain, où je parle de pédocriminalité, de choses qui me sont arrivées personnellement, etc. Et je me dis, mais pourquoi je raconte ça? Le but, c'est quoi? C'est de toucher des choses c'est ça le but du stand-up pour moi, c'est de toucher le non-dit. C'est de toucher le non-dit, tu vois. C'est pas de raconter ma vie. C'est passer par le personnel pour aller à l'universel. Exactement. Toucher le non-dit. Et ça amène à des choses en rodage qui sont bizarres, quoi. Tu vois, tu te dis, attends, je suis chez ma psy ou je suis avec le public, là? Parce qu'en fait, t'es obligé d'aller fouiller des trucs un peu bizarres pour aller trouver cette authenticité. T'es obligé à des moments de passer par des trucs très désagréables vis-à-vis de toi-même. Moi, j'ai digéré l'information. Ouais. Mais large, quoi. Ouais. Mais du coup, donc, je faisais des blagues aux gens comme s'ils avaient traité le sujet avec moi. Mais ils n'ont pas eu ces années de digestion. Et ils sont là, vraiment. Ouais. Donc, il faut trouver le moyen de faire. À Marseille, là, rodage, j'ai fait genre... Parce que j'y vais sans texte. Ouais. Et ouais, j'y vais sans texte parce que je veux être authentique de fou, justement pour ce que disent. Tu vas sans texte. T'as l'idée, tu sais de quoi je transpire, hein, des fois, vraiment, il y a des moments où je suis là, mais t'es folle, les gens vont partir, Et j'ai tellement déconstruit au fur et à mesure plein de trucs que je commence à avoir de moins en moins peur de ces trucs-là. Et donc, tu as quand même le truc rend mal à la fin ou pas? Non. Tu dis, je vais le trouver. Moi, c'est marqué rodage. Du coup, maintenant, je me permets vraiment de dire merci, au revoir. Il y a rien, il y a pas de fin. Parce que c'est marqué rodage, wesh. J'avais dit.
Vraiment, je m'accroche au mot. J'avais dit, c'est pas J'avais parce dit que rodage. généralement les rodages, c'est des faux rodages. C'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, moi, je suis vrai. Là, pour le coup, c'est le vrai rodage. C'est du vrai rodage. Là, vous payez du rodage. Ça veut dire, ce sera vraiment beaucoup plus cher. Mais là, c'est vraiment genre, on est vraiment ensemble, on écrit ensemble. Tu parles. Je parle et ça dure 2 heures parce que je parle vraiment, tu vois. Et si c'est il y a un truc Rama qui vient, tu t'enregistres peut-être et c'est ça. Et tu vois. l'écriras après. Mais j'enregistre dans ma tête, en fait, maintenant, c'est Yacine. Ça fait quoi, 12 ans que Yacine, il m'arrête pas de me dire, lâche ton texte. Parce que moi, je venais et tout, j'étais là avec mon texte. Tu vois, il me dit ça tout le temps. Lâche ton texte. Il me dit stop. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux me raconter? Dis-le-moi. Après, je suis là, ah ouais, non, attends, je sais ce que je veux te raconter. C'est les ONG, je travaille. Et ça, je te parlais ça il y a 12 ans, quand j'étais toute jeune et j'étais là, je vois ce qu'il veut dire. Je vois, mais je n'arrive pas à l'appliquer. Mais ouais, et puis tu viens du théâtre, tu t'as appris le théâtre à apprendre et t'es là, mais c'est... Avec la vanne, moi j'arrive avec des feuilles, c'est insupportable. Des mais feuilles, besoin, des cahiers. En vérité. Mais non, connais l'idée. Mais c'est juste l'habitude. Et du coup, quand il m'a mis ces trucs en tête, ça a mis des années pour que je lâche, mais j'ai essayé de lâcher à chaque fois un petit peu. C'est trop. Tu vois. Quel âge c'est bon. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit que ça met des années, tu vois. C'est trop. Il faut jouer. Tu sais ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, est-ce que tu peux monter là sur scène, mais sans rien. Pas avec ce sujet et tout. Monte et parle-nous de ta journée, d'un truc, mais vraiment sans rien. C'est le lâcher prise. C'est extraordinaire. Et c'est trop bien. Je crois que c'est pour ça que j'aimerais bien faire un stage de clown ou quoi, parce que peut-être tu dois avoir un truc comme ça dans le clown où tu vas chercher des trucs qui sont. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus méta que. Le stage de clown, la Commedia dell'arte avec les masques aussi, prise, il y a l'improvisation théâtrale, tous les trucs où tu te lâches totalement finalement. Je pense qu'il faut faire ça. T'apprécies de t'observer, de prendre le temps, même si il y a une certaine. En fait, il y a une urgence sur scène quand t'es face à un public, donc la blague tu vas la trouver. Comme quand t'es dans un salon avec des potes et que tu te lèves pour dire mais le gars il était là, il vient, tu sais le faire en fait. Et tu sais ambiancer. Tu sais le faire. Tu pousses un peu le curseur. C'est pas mentir, mais tu pousses le trait, quoi. Comme quand on raconte une histoire à des potes et qu'on a envie que ça les fasse marrer, en fait. Et on y arrive. Et on y arrive très bien. On n'est pas en train de te dire, attends, c'est quoi mon texte? On se dit jamais ça. Et du coup, pourquoi et moi, c'est ma metteur en scène à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais une metteur en scène, justement. Et après, quand j'ai compris ce que je faisais comme taf, j'ai fait, j'ai plus besoin que tu sois là pour me dire comment respirer. Parce que là, je t'adore, mais vraiment... Tu peux pas me dire qu'il faut que j'aille côté court pour dire cette phrase, parce que je sais pas, demain, dans quelle humeur je serai, qu'est-ce qui me soit. Il y aurait tellement de choses, quel public sera devant moi. On peut pas prévoir le futur, c'est pas possible. Non. Par contre, ce que je peux prévoir, c'est l'instant présent quand j'y suis. Maintenant, voilà. Tu vois. Et c'est ça que les gens aiment, c'est pour ça que les gens adorent l'impro. C'est parce qu'ils sentent que c'est là et maintenant. Et c'est pour ça que il faut vraiment prendre la première idée qui te vient quand tu veux dire un truc à un public. Si tu prends la première idée et que tu réfléchis pas 2 secondes, t'es sincère, t'es authentique, t'es gentil, tu feras pas de mal. Au pire, tu te plantes, quoi. Au pire, mais c'est ça notre métier, c'est de se planter, quoi. C'est pas grave. Et ça m'est arrivé aussi quand j'ai commencé à avoir des textes qui étaient plus personnels, tu sais, où je me dis, en fait, là, si vous rigolez pas, c'était vraiment à l'époque des manifs pour tous. Si vous rigolez pas, au moins, vous allez comprendre quelque chose. Et en fait, c'est ce que je me suis dit. Ça passait au moins des messages, il y avait des choses malines. Pas forcément drôles, mais malines des fois. C'est ce que je m'étais dit. Et en fait, ça marchait, c'était drôle. Mais je m'étais dit, au pire des cas, c'est pas grave, ça serait un bon texte et je serais fier de ce que j'ai dit aux gens. Donc, t'as plus l'urgence du rire absolu, parce que mon époque, les 2007, là, les 2007. Les 2007. Oh, les 2007. Tu te rappelles, un rire toutes les 30 secondes. Tu te rappelles cette phrase-là? Un rire toutes les 30 secondes et on chronométrait. On regardait la phrase. C'est plus du tout ce tempo. Plus du tout. En fait, j'ai l'impression qu'il y est toujours, mais qu'on n'a pas besoin de se le dire. Okay. Ça peut être les 20 secondes, ça peut être 25, ça peut être 45, ça dépend des gens et de comment ils parlent. Tu vois, de l'anecdote. On raconte une histoire maintenant. Ouais, mais en fait, quand tu racontes ton histoire, tu rajoutes toujours des petits moments marrants dans cette histoire. Parce que tu sens que les gens, quand t'es dans le salon, c'est pareil, tu le fais. Effectivement, si pendant 1 minute, il n'y a rien, ce qui est très long quand même, mais si pendant 1 minute, il n'y a rien en termes de blague, et que tu poses quelque chose d'extraordinaire, si chaque élément, c'est comme un montage de film, quoi. Faut que le plan que tu nous montres, il serve à quelque chose pour la suite, il a un intérêt, quel qu'il soit. Et ça marche encore mieux sur une durée un peu longue, sur un spectacle entier, parce que c'est vrai qu'il y a l'urgence. Là, je vois au Barbès Comedy Club, il y a des plateaux où tu as le droit de jouer 3 minutes. Ouais. Comment tu fais? C'est que j'ai envie d'essayer. Moi aussi, j'ai envie d'essayer. C'est un délire. Non, mais je l'ai déjà fait, mais j'ai envie de le refaire pour des nouveaux textes. J'essaye. Ouais, viens, on le fait ensemble avec plaisir. Ah ouais, parce que
j'ai Ouais, c'est trop essayé bien. de prendre un truc de mon texte déjà. C'est trop long déjà, c'est Ouais, trop. c'est drôle. Mais c'est extraordinaire. Ouais, ça permet d'aller. Ils y arrivent. Ouais, parce qu'en fait, combien de fois j'ai vu des 3 minutes et où vraiment j'arrive dans la salle et je fais, ça fait combien de temps il est là? Après, ils me font, ça fait 8 minutes. Je fais, arrête, sérieusement. On dirait que ça fait 5 minutes que la personne est là. Parce que tu sens qu'elle sait pas où elle va. Et Ouais. donc, elle t'emmène dans un autre espace-temps. Et t'es là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il y a une panique sur le temps, tu vois. Tu vois ou pas? Ouais. Alors que quelqu'un qui sait où il va, Ouais. même si la blague est pas là tout de suite, s'il est confiant Ouais, dans ça ses se voit. appuis, ça Ouais, le voit, ouais. il t'emmène dans une Ouais. histoire, il te raconte quelque chose, t'es là, ah oui, j'écoute, ouais. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié sur ma metteur en scène, je disais un truc, c'est qu'elle Oui. me disait, il y avait un truc qu'elle m'avait donné qui était fort, c'était que les gens, elle me dit, dis-toi que c'est comme des enfants de 5 ans, ils sont contents de venir. Ils se déplacent, ils marchent de chez eux ou de leur travail pour venir jusqu'à toi. Ils ont payé une place, ils s'assoient, ils viennent écouter des blagues. Donc, Oui, ils sont de bonne composition. tu vois, amène-les elle me dit des enfants de 5 ans dans le sens de, si tu veux qu'ils comprennent, juste amène-les à comprendre en prenant par la main et en disant, viens. Et ils vont venir. Et viens par là. Alors, l'histoire, Ouais. elle se passe dans un garage. Mm. Et puis, dans ce garage, il y a une voiture bleue, tu la vois? Ouais. Et la voiture bleue qui me faisait penser à. Tu vois? Mm. Et puis, tu t'installes tout ce que tu veux installer, en fait. C'est à toi de mettre. D'avoir confiance en toi et d'être. Ouais. Et en fait, la confiance, elle vient que à force de pas y penser, quoi. Ouais. C'est parce que tu fais qu'au bout d'un moment, tu fais. Tu vois? Je vois tout à fait. J'ai essayé de faire ça, de faire un peu comme font les jeunes, là, tu sais, ils font 5-6 plateaux par soir. Ouais. Bah, je l'ai fait la fois où tu m'as remplacée. Ah ouais. Et ça là, j'y suis pas arrivée. Je te jure, putain, ce soir-là, samedi, là, j'ai fait 5 plateaux. quand même. Mais partout. Eh, quand même. Comme ça, 5. Ah ouais. Et j'avais besoin de cette sensation, Mais de ça, savoir comment le dernier plateau, et à force, comme tu as dit, de faire, mais j'étais en confiance. Ouais, c'est trop bien le truc. Mais de ouf, parce que je n'avais peur de rien. Vu que j'en ai fait 4, là. Ouais, t'es dessus, quoi. Ouais, je suis dessus. C'est sur le muscle. Ça m'a permis d'improviser, de faire autre chose et de louper le dernier. C'est trop drôle. Je te jure, j'appelais Tanguy, je lui disais non, à mais je côté vais de pas la y ligne arriver. d'arrivée comme ça, tu vas Presque, il me dit tomber. laisse tomber. Shirley, elle est déjà sur scène, elle t'a remplacé une C'est minute, je trop vais y drôle. arriver. Mais ouais. Non, faut la drôle. santé. En revanche, faut pour faire ce genre d'exercice, Ouais, des c'est 5 fatigant. plateaux, c'est un vrai taf d'étudiant en termes physiquement. Ouais, total. Faut avoir. Ouais, des fois, ça sert à rien ou un d'encaisser. scooter, et c'est dangereux même. Ou de fou. Parce que tu cours vraiment. Moi, j'étais en vélo. Non, mais c'est clair de J'ai grillé des feux rouges, tu vois, pour arriver à l'heure où... C'est vraiment. C'est Ce serait dangereux. marrant de suivre quelqu'un comme ça qui enchaîne. Ça pourrait être un jeu, quoi. Qui fait le plus de plateaux. Ouais. Tu cours. Mais c'est un délire, parce qu'il y en a plein de cette nouvelle génération, ils font 6 plateaux, ils Ouais, moi, je courent l'ai à fait droite. longtemps. Juste avant l'ouverture du Barbet, j'arrêtais pas de faire ça. Tu peux me mettre en premier, tu peux mettre en dernier, parce que ouais. j'arrive là, moi j'ai... Oh. Ah ouais, c'est une folie déjà organisée. Puis à faire, quoi. À faire. Je crois que le plus violent, c'est quand tu fais des. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire une grosse salle et une toute petite juste après. Très chelou. Bah, c'est ce que j'ai fait petite. samedi aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait un petit comédie club qui s'appelle le Caucase Comedy Club, Ok. tenu par Brahms, Ouais. qui est super. Donc un tout petit. Et après, le République, 400 dans personnes, l'autre des sens. blins. Mais non, mais dans le sens inverse, c'est trop drôle. Ah oui. Tu fais un 400 Oui, et bien après sûr, tu un fais 10 400. personnes. Ah, mais bien sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu parles trop fort, ça va? Tu fais trop de Eh gestes. ben, je suis à côté, Il y a je une vois. petite palette, t'es sur une palette, mais t'es... C'est trop Ah ouais. drôle, c'est le genre de C'est truc. très, très Parce que ça drôle. permet vraiment aussi de remettre au beau diapason, réaccorder ta guitare, quoi. Ouais. Pour le bon truc, quoi. Mais justement, pour le Parisien, quand on a fait la Ouais, scène ouais. ensemble, on se parlait de ça. Ouais, de ouf. C'était quoi? Le jardin... Non, le cabaret sauvage, ouais. qui est magnifique. Ouais. Mais on est... T'as envie de faire des grands pas. Voilà, alors, à force de jouer dans des petits comédie clubs, t'es... Tu joues petit. Ouais. Au début, je jouais petit, effectivement, et puis j'ai commencé à reprendre le truc. Après, j'ai monté trop haut, j'étais là, oh, trop. J'ai trouvé le cabaret sauvage, j'ai trouvé le bon canal. Et est-ce que t'as le trac avant de monter sur scène? Ouais, mais moi, il est trop chelou mon track, parce que j'ose pas dire que j'ai le track, du coup, je parle mal à tout le monde. On dirait que je vais avoir maigleuré, tu sais. Je suis en mauvaise humeur, d'où je suis là, t'as dit quoi? Ouais, c'est bon. T'as le track? Non, ça va. Et en fait, je viens de comprendre, ça fait des années que je fais ça, je viens de comprendre que j'étais C'était agressif le trac. pour ça. Ouais, ouais. C'était que du track. Parce que je me le dis pas moi-même que je suis là, non, c'est bon, le spectacle, c'est géré, ça. Sauf Sauf que tu me demandes un truc, je suis là, vas-y, parle pas avec moi. C'est.
Maintenant, je le sais, quoi. Putain, ce Donc, je parle mal, métier, mais je préviens pourquoi. Sur ma vie, ce métier est extraordinaire. C'est un métier de C'est fou, la ouais. psychiatrie. Mais c'est ça. Hein. C'est la C'est psychiatrie. ce que je dis dans mon spectacle. Je dis, franchement, il n'y a pas trop de différence avec l'HP et une loge d'artistes, quoi. Moi, je crois que ce qui nous différencie vraiment des gens en HP, c'est qu'on rapporte de l'argent. C'est pour ça qu'ils Sinon, nous c'est laissent. fini. Bah oui. C'est HP. Ah bah non, attends. Mais Tu c'est ramenais vrai. pas d'argent, on aurait dit vous enfermés. Oui, là, il faut les fous, là. enfermer. Ouais. Les gens qui ont des idées bizarres. Hmm. Tu vois, toujours vouloir rigoler. Et est-ce que tu fais des dingueries en amour? Je fais que ça. Sérieux? On aurait dû commencer par là. Voilà. Oh Est-ce là que là, dans ta j'ai envie vie de- je vais pleurer, amoureuse, wesh. est-ce que tu as envie, est-ce que tu es quelqu'un qui fait des dingueries Ah ouais, mais c'est pas dans le bon sens. Ah d'accord. Ah, moi, je fais des dingueries, moi. Ah, tu brises les cœurs. Ouais, moi, je me Tu brise toute brises. seule. Ah là là. Écoute, maintenant, ouais, je suis avec mon chien, on est bien. On est On a décidé d'arrêter de faire des dingueries. Laissez Parce les que gens là, tranquilles. j'ai fait le tour de Paris, de toute façon. Les gens, ils veulent plus, maintenant, ils me connaissent. Plus personne Oui, ne veut sortir on les avec moi. prévient. Et on Hein dit, je te conseille pas pour Je ton te jure, petit j'ai cœur. une réputation qui est trop grande par rapport à ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Enfin, si, je pense savoir un peu pourquoi, avec la jeunesse, tout simplement. Mais quand j'ai commencé ce taf, mais j'étais vraiment un crevard, quoi. Il y a plein de copains qui ont attendu d'être connus pour être des crevards. Moi, je m'en foutais. Et au contraire, c'est quand j'étais connu que ça m'a saoulé un peu. Parce que c'était facile. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vraiment un côté chasseur. Moi, les pros à terre, si tu veux, bon, bah. Non, mais c'est horrible. Non, Donc, mais j'étais c'est vraiment- bien. C'est parce que c'était totalement lucide, tu vois. C'est chambé. Ouais, Au trop. moins, tu sais. Ah ouais, je sais quel genre de chasseur je suis. Il y a les bons et les mauvais chasseurs. Mais du coup, j'ai eu une vie un peu... Je suis tombé, c'est drôle, hier, je suis tombé sur un disque dur où j'ai toute ma vie passée, tu sais, j'ai les dossiers par ex, quoi. C'est extraordinaire. Une année, une ex, tu vois. Ouais, ouais. Ou Mais une- des une ou dossiers, deux, genre, des dossiers De photos, tu de sais. photos, ouais. De... Et donc, j'ai refait un peu tout le parcours, comme ça, avec mes cheveux qui poussent au fur et à mesure. J'ai eu beaucoup de go comme ça. Et à chaque fois, c'est les mêmes photos avec le chien, les beaux-parents. C'est quand même... Je me refais tout le truc, un vrai psychopathe. Tu vois ou pas? Il y a un côté un peu serial killer, je sais pas, on a les mêmes taux. C'est énorme. J'ai refait et reproduit à chaque fois. Et ma cousine, un jour, m'a dit... C'est tellement Rama. T'en parles, ça? Non, j'en parle pas. Mais genre... mon Dieu, c'est Il y Rama. a Il y trop a un de trucs truc à dire. creuser. Ouais, il y a trop de trucs à dire sur Parce mes que le ex. coup du yinche, des beaux Ah ouais. rempas, juste. Ma cousine, et un les jour, elle m'a cheveux dit, qui non, t'es allé poussent. trop loin le jour où je t'ai vu arriver avec ton chien et un pull sur les épaules avec ta meuf. Elle m'a dit, je savais que c'était pas la meuf de ta vie, ça. Un pull sur les épaules. À chaque fois, je change de personne et l'été et tout. Soit je suis baba cool, soit je vais dans à l'opéra. Moi, je m'adapte. Tu prends un peu. Mais on La est go, elle tous, me dit, celle qui m'habille après, elle me dit où on va, ce qu'on fait, quoi. Mais ça dure 2 semaines. Mais Après, tout je le dis, monde moi, est je un reprends peu ma comme vie, ça au début. Ouais. Tu vois, quand tu kiffes quelqu'un, Ouais, total. il aime le tennis, t'aimes le tennis. Ouais, D'un ouais. coup, Ah, moi, c'est trop. tu t'en bats les Trop. couilles, mais ouais. Ouais. Et donc, au fur et à mesure des années, ça a commencé. Le pull sur les Ah, les pulls sur les épaules. Et j'y ai croyé, hein, non, mais... Ah là là, je me revois hein, avec ce pull arrivé dans un festival. Un festival cool, en plus. Ah, mais extraordinaire. t'avais un pull sur les épaules, quoi. Donc oui, tu t'investis quand même. T'es quelqu'un qui 2 t'investit. semaines, quoi. 2 semaines. Ouais, non, à fond, c'est ça, je suis vraiment... Donc, c'est pour ça que je suis célibataire maintenant, j'ai décidé de m'aimer moi. Il y avait vraiment un truc un peu fuite en avant aussi, tu vois, j'ai eu trop de couples, vraiment trop. C'est pas genre quelqu'un qui a plein de relations, des plans cul. Non, moi, c'est des couples à chaque fois. Même ça dure, tu vois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. On est ensemble, on se prend par la main, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde connaît la maîtresse, tout le monde est au courant de tout à chaque fois. Non, j'avais une vie particulière quand même, avec les meufs. Donc, beaucoup de dingueries, ouais. Ouais. Je commence vraiment, je parlais de ça sur scène une fois, les gens ils étaient là, waouh, ok. Parce que j'étais là, c'est marrant de voir ton évolution à travers les meufs que t'as eues. Parce que j'ai commencé avec des filles vraiment baba cool. Vraiment, je suis parti. J'étais vraiment un punk à chien, quoi. Ma première meuf, comme ça, à Paris et tout. Tu sais, elle était toujours bourrée dans le métro et tout. Un jour, elle est là, elle lèche la barre du métro et j'étais là, c'est trop ma meuf. Ça. Les livres. C'est dégueulasse, tu vois.
Tu sais, tu commences de là, et puis au fur et à mesure, tu vas avec une fille de prof, et puis après, ça monte, et puis une humoriste, et puis après, ça commence à devenir mon métier, et après, tu dis, je vais rester seule, finalement. Donc, c'est la boucle. Ouais, c'est un truc global, finalement, de prendre du recul sur même la vie perso, le stand-up, vivre des choses, et j'ai grandi dans ce métier, en fait, parce que tu sais, j'ai vraiment commencé, j'avais 19 ans. Je sais. Et du coup, j'ai tout fait dans ce métier. Genre, tout. Mes relations de couple, c'est que des gens du métier, pratiquement. Voilà. Tout le monde connaît tout de moi. Ouais. C'est une télé-réalité ouverte comme ça. C'est trop cool, c'est trop rigolo. Et tu peux faire un vrai... En fait, t'as pas le choix que de faire un point sur toi, c'est ça que je veux dire. C'est que tout est sur Internet. Pratiquement. À part mes meufs, quoi. Mais tout est sur Internet dans l'évolution, que ça soit artistiquement. Tu vois, toutes mes erreurs sont sur Internet, tout. Putain, moi aussi. C'est fou, Des fois, j'aimerais bien tout enlever. Mais moi, j'essaye des fois. Mais j'ai demandé, à mon agent image, je lui dis, mais il y a moyen d'enlever moi aussi, j'ai demandé à mon ça ou ça. Il dit, non, c'est là, t'assumes, t'en fous, c'est ton parcours. Ouais, tu peux, mais c'est assez long. Mais parce que, j'ai essayé juste de changer ma photo Wikipédia, moi, ils ont dit, non. Ah ouais. Une vieille photo comme ça. Ils choisissent des photos. Je sais pas. Oh là là, un costume trop grand. On dirait Bubble, là, dans la série. Ah non, il y a... Bon, bref, effectivement, faut assumer. Faut assumer. Parce que c'est bien, c'est un miroir de notre évolution. C'est trop marrant. Et est-ce que t'aimes bien faire des surprises ? C'est marrant, on m'a posé une question comme ça tout à l'heure. J'ai dit oui, mais pas beaucoup. Pour que ce soit une vraie surprise. Ok. C'est-à-dire avec ma meuf, on allait au resto au bout de 6 mois de relation. Genre, on n'a rien fait d'autre avant. Mais bon, c'est parce que je travaillais beaucoup. Mais ce que je veux dire, là, c'est une vraie surprise. Je m'y attendais plus. Ouais. Mais en gros, j'aime bien faire des grosses surprises du style Croatie, je t'emmène en voyage, tu vois, on n'est pas prévu. Génial. J'aime bien des surprises un peu faux. Des vrais trucs. Ouais. Et c'est souvent des surprises sur les tu peux me dire non. Parce que c'est vraiment trop imprévu, tu sais. Ouais. Pas quoi, mais j'ai 2 places pour New York. C'est relou. Voilà, donc j'en fais pas beaucoup parce que c'est souvent des gros trucs. Ouais. Et toi, tu aimes recevoir des surprises ? J'aime bien, mais j'ai du mal. Pourquoi ? Je sais pas. Là, il faut que j'en parle avec ma psy. Mais non, je pense que c'est... ouais. En fait, à chaque fois que tu me parles de cadeaux surprises, moi, je me rappelle d'un anniversaire où ma mère, elle devait rentrer de Côte d'Ivoire et avec mon oncle. Et elle n'est pas rentrée de Côte d'Ivoire et elle m'a juste laissé une grosse carte Gaston Lagaffe, une énorme carte Gaston Lagaffe pour dire aïe, 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 je serais pas là cet anniversaire. Et moi, les surprises, j'aime pas. Ouais. Voilà, tu vois, non, mais vraiment, ça me rappelle toujours ça, quoi. T'avais 8 ans, un truc comme ça, eu 9 ans. Ah ouais, la déception. Et t'es là, ça fait mal. Et une carte Gaston Lagaffe, c'est pas rien. Oupsie. Eh bah tiens, déjà. Surprise. Oh, maman. T'appelais maman. 2. Non, pourquoi 2 ? C'est trop. Oh là là. C'est incroyable. J'ouvre. Oui. Puis voilà, tu sais à quel point je sais pas faire. À fois, il y avait mon anniversaire et tout le monde me donnait des cadeaux. Je crois qu'ils ont entendu que je les ouvre, j'ai jamais ouvert devant eux. Moi, je trouve ça classe. Je crois qu'il faut ouvrir devant les gens. Je trouve que quand il y a une là, tu dois ouvrir. Ouais. Mais je trouve que c'est bien de les ouvrir après, je trouve. Après, okay. Parce qu'il y en a qui font des petits, des grands, ça fait chelou, celui qui a fait un petit, et ça met mal à l'aise les autres. Ouais. Donc c'est bon, j'ai bien fait, alors je savais pas trop. Ouais. Parce que j'ai vraiment déballé une semaine après, je pas sûr. Ouais, je trouve que c'est plus élégant, du moins. Hop là. Oh, incroyable. Comment ça me fait trop plaisir. Quel joli cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est George Carlin. Ouais, dans un cadre. Une jolie photo de George Carlin. Elle est magnifique, cette photo. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est chouette. Je suis pas très cadre photo en plus. Et en ce moment, je commence à mettre des photos de choses qui me touchent vraiment. Qui te touchent, ouais. Et donc, j'en ai 4 des photos. Au club, t'as mis quelques photos. C'est ça, sur les idées de quelqu'un, il faut mettre des photos quand même. Ouais, mais c'est bien, c'est agréable. Ouais. Mais ouais, grave. Et merci beaucoup. Avec plaisir. On se déplace au Fabizou, c'est ça ? Le deuxième déjà, d'abord. Comme ça. Faut me dire comment on fait, moi je sais pas. On dit merci, c'est ça ? Oh là là, le beau bouquin. Alors le deuxième, je sais que t'aimes lire Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Donc je me suis dit que on s'est dit avec l'équipe que voilà. C'est incroyable. Il fallait passer aux choses vraiment. Où est-ce qu'il est mon bouquin ? Où est-ce qu'il est passé ? Sérieuse. Ah, magnifique. Oh, mais c'est trop beau. En plus, il est beau. Ah là là, mais c'est tout le travail de Nietzsche ? Ouais, c'est ça. C'est génial. Merci beaucoup. Bon je m'y mets. Hein. Et il y a des citations où il parle du rire. Ouais, et de toute façon, tu vas le lire doucement. Au hasard sur l'art des exceptions morales.
Il ne faut pas trop souvent prêter l'oreille à un art qui montre et glorifie les cas exceptionnels de la morale, ceux-là même où le bon devient méchant et l'injuste juste. De même que l'on achète bien de temps en temps quelque chose à un bohémien, mais avec la crainte que, dans son marché, il ne vole plus qu'il ne gagne. Ah, eh ben voilà, ça y est. Ouais, c'est pas mal, qu'est-ce ça. que c'est... Il y a du niveau dans Dinguerie Room. Hein. C'est pas Putain, mal. Ah, merci beaucoup. avec Je te plaisir. ferai bisous après la fin du podcast, alors. Oui, ouais. Parce que c'est trop... Waouh, c'est un beau livre. Et j'en ai jamais eu un assez gros, je crois. Ouais, c'est un bel objet, ça veut il est dire... vraiment magnifique. dans ta prochaine maison à la campagne, tu pourras le poser, ça fera très C'est bon, joli. George Carlin. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir comme dinguerie? Ah, une grande, belle maison à la campagne avec une belle grange pour faire des fêtes avec les copains. Tu vois, Ah, ça serait bien ça. des trucs simples. Et justement, pour ton anniversaire, t'as fait une fête au... Quand je dis simple, c'est vraiment simple. Hein. Je disais pas genre une villa avec du marbre et des choses simples. simple. On parle vraiment d'une bonne bicoque à la campagne. Pour ton anniversaire, t'as fait une fête au club. Barbès. C'était la première fois. Est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, grave. La c'était police, bien. elle arrivait que à 4h du mat. Donc ça... Sérieux? Ouais, c'était trop marrant. Et vous avez dansé et tout. C'était la première fois où tu l'as rendu un peu en mode boîte de dance nuit. floor et C'était tout. charmé. C'était Donc trop ça bien. s'y prête. Écoute, c'était assez bizarre parce que en fait, c'était le soir de la nuit blanche et du coup, il y a plein de gens que je connaissais pas qui ont commencé à arriver. Et à la fin, je connaissais plus personne. À 4-5 heures, il y avait que des gens qui étaient là. Charles Soignon, qu'est-ce que tu fais là? Je fais, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'était assez ouf. Mais on a laissé rentrer parce que c'était bon enfant. Et c'était super cool, tu vois. Tu vois, c'est ça le Barbès Comedy Club. C'est vraiment, j'allais dire un mot en arabe, mais en arabe on dit marhaba. Marhaba bik, ça veut dire c'est puissant, bienvenue. C'est vraiment viens, tu vois. Aquaba, comme on dit en baoulé. Ouais, ça prend une dimension. C'est vraiment. Et professionnellement, je trouve que tu fais beaucoup de choses. Dès que tu as un truc en tête, dès que tu as eu des rêves, tu les as réalisés. Est-ce que tu penses à quelque chose là qui te trotte dans la tête? Que j'aimerais faire plus que tout. Ouais. Voilà. Non, mon spectacle L'être humain, je crois que ce spectacle qui doit arriver là, et qui, j'espère, pourra conclure une période, une grande période de ma vie, 35 ans, tu vois, pour justement faire ma pause, ma retraite là. J'espère que je pourrai arriver à ce truc, à cette chose que je me suis promise à moi-même déjà, qui est de faire une pause, parce que j'en ai besoin, parce que c'est bien pour mon stand-up à venir, pour ceux qui viendront bien plus tard, ou d'autres créations. Tu vas y arriver, tu penses? Bah justement, c'est ce que je me souhaite. Ouais. C'est de m'écouter et de pas trop regarder Instagram et les stories des autres pour dire « Ah, ils font trop de trucs, faut que je fasse des trucs aussi !» C'est bien ce que tu dis là. Ils font des trucs, faut que je fasse des trucs. Faut arrêter ça. Ah, c'est pas bon. Hein. Donc du coup, ouais, j'espère me détacher de nouveau du smartphone et le donner à quelqu'un de mon équipe qui puisse faire les stories à ma place et pouvoir vraiment y revenir quand je le veux et pas parce qu'il le faut absolument. Donc réussir à être réellement aligné à cette volonté profonde que j'ai et que je peux me permettre de faire. Donc Shirley, ne déconne pas. On va surveiller. On va te surveiller. Poussez-moi de Barbès. Bon. Et que ça tourne sans moi. Eh ben écoute, merci Shirley d'être venue. C'était toi, Amel. hyper agréable de parler avec toi. Ouais. J'ai appris plein de trucs, ça m'a fait vraiment plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Shirley Soignon et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.